Numéro 13. Le matin du 9 novembre 1971, John List est entré dans sa cuisine. Sa femme, Helen, était assise à la table avec son café. Il a mis fin à sa vie là où elle était assise. Ensuite, il est monté à l'étage pour comprendre comment John, professeur d'école du dimanche, en est arrivé là. Il faut donc revenir un peu en arrière. Il est né dans le Michigan en 1925, élevé dans un foyer luthérien strict. Il a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis est rentré, a obtenu un diplôme en commerce et une maîtrise en comptabilité. Il est devenu le genre d'homme qui portait un costume tous les jours et se rendait à l'église chaque dimanche sans faute. Il a ensuite déménagé sa famille dans un manoir victorien de 19 pièces à Westfield, New Jersey. La maison avait une salle de bal et une verrière en vitrail que l'on disait être une pièce signée Tiffany, valant environ 100 000 $ à l'époque. De l'extérieur, les List paraissaient être la famille modèle de banlieue. John enseignait à l'école du dimanche, les enfants fréquentaient de bonnes écoles et vivaient dans une belle maison. Mais derrière la porte, tout s'effondrait en silence. La femme de John, Helen, était malade depuis des années et avait du mal avec l'alcool. Le mariage était tendu et en 1971, John avait perdu son emploi dans une banque du New Jersey. Il ne l'a pas dit à Helen. Il ne l'a pas dit aux enfants et il n'en a soufflé mot à personne à l'église. Chaque matin, il mettait toujours son costume et sortait de la maison comme s'il allait travailler. Ensuite, il s'asseyait à la gare ou lisait les petites annonces dans le journal à la recherche d'emplois qui ne se présenteraient jamais. Il a utilisé les économies de sa mère Alma pour payer l'hypothèque sans jamais envisager l'aide sociale. Son père lui avait appris qu'un homme devait se débrouiller seul. En novembre, il avait décidé de sa prochaine démarche. Sa mère, âgée de 84 ans, vivait dans un appartement indépendant au 3e étage du manoir. Elle était présente ce matin-là alors que John montait les escaliers, pistolet en main, après avoir tiré sur sa femme au petit déjeuner. Il a ouvert sa porte et lui a tiré une balle au-dessus de l'œil gauche. Ensuite, il a attendu que les enfants rentrent de l'école. Patricia avait 16 ans, Frédéric en avait 13. Ils sont entrés ensemble cet après-midi-là et il a tiré une balle dans l'arrière de la tête de chacun d'eux. Son troisième enfant, John Jr., avait 15 ans et un match de football ce jour-là à Westfield High. Donc, après avoir tué sa femme, sa mère et 2 de ses enfants, John est monté dans la voiture, s'est rendu à l'école, s'est assis dans les gradins et a regardé son fils jouer. À la fin du match, il a ramené le garçon chez lui, puis lui a tiré dessus. Les analyses balistiques ont révélé que John Jr. avait tenté de se défendre et a reçu jusqu'à 10 balles. Quand il eut terminé, John a traîné les corps de Helen et des 3 enfants dans la salle de bal et les a alignés sur des sacs de couchage. Il a laissé sa mère là où elle était. Il a expliqué aux enquêteurs qu'elle était trop lourde pour qu'ils la descendent par les escaliers, puis a commencé à nettoyer. Il a nettoyé le sang, s'est préparé à manger, puis s'est assis à son bureau pour écrire une lettre de 5 pages à son pasteur, expliquant ce qu'il avait fait et pourquoi. Il avait écrit qu'il les avait tués pour sauver leurs âmes. Trop de mal régnait dans le monde, autant les envoyer au paradis tout de suite, avant qu'ils ne puissent s'égarer. Ensuite, il avait des démarches à faire. Il est allé à la banque fermer ses comptes et ceux de sa mère. Il a envoyé des lettres aux écoles et à son ancien employeur pour leur dire que la famille partait en Caroline du Nord pour s'occuper de la mère malade d'Hélène. Il a fait suspendre les livraisons de lait, de courriers et de journaux. 3 autres choses avant de partir. Il a baissé le thermostat pour ralentir la décomposition des corps. Il a mis une radio sur une station religieuse et l'a laissée allumée. Ensuite, il a découpé son visage sur toutes les photos de famille de la maison. Il s'est rendu à l'aéroport JFK, a garé sa voiture et est parti à pied. Il a fallu près d'1 mois avant que quelqu'un remarque qu'il se passait quelque chose. Les enseignants ont cru à l'histoire de la Caroline du Nord. Les voisins n'ont rien remarqué d'étrange dans l'absence de la famille, discrète. Aucun courrier ne s'est accumulé car il n'y en avait pas. À l'intérieur, la scène installée par John se maintenait d'elle-même. Les lumières allumées, la radio en marche, la maison devenait chaque jour un peu plus froide. Puis, les lumières ont commencé à s'éteindre. Une ampoule a grillé à l'étage, sans être remplacée. Quelques jours plus tard, une autre a lâché. Puis une autre. Les voisins l'ont d'abord remarqué. Au lycée de Westfield, le professeur de théâtre de Patricia ne comprenait pas pourquoi elle était toujours absente. Le 7 décembre 1971, la police est venue faire une visite pour s'assurer que tout allait bien. La première chose qu'ils ont remarqué, c'est à quel point il faisait froid à l'intérieur. La deuxième, c'était l'odeur. Ils se sont dirigés vers la salle de bal et ont trouvé Helen et les 3 enfants allongés sur des sacs de couchage, bien alignés. Ils ont trouvé Alma à l'étage et, sur le bureau de John, ils ont trouvé la lettre de 5 pages qui attendait toujours le pasteur à qui elle était adressée.
À ce moment-là, John était déjà loin. Sa voiture a été retrouvée sur un parking à JFK, mais il n'y avait aucune trace de lui ayant embarqué sur un vol. Il s'était tout simplement volatilisé. Le FBI a gardé l'affaire ouverte, des avis de recherche ont été diffusés, les pistes se sont épuisées et l'affaire s'est enlisée. En 1989, l'émission America's Most Wanted a relancé l'affaire dans un de ses premiers épisodes. Ils ont sollicité l'artiste médico-légal Frank Bender, qui s'est servi de photos anciennes de John de 1971, et il a sculpté un buste en argile de ce à quoi il pourrait ressembler à ce moment-là, soit environ 18 ans plus tard. L'épisode a été diffusé le 21 mai 1989. Une femme à Denver, qui avait autrefois vécu à côté d'un homme nommé Bob Clark, a vu le buste et a reconnu le visage. Elle a appelé la ligne dédiée au témoignage. À ce moment-là, Bob Clark avait déménagé, cette fois à Richmond, en Virginie, où il travaillait comme comptable dans une entreprise appelée Madria Joyner Kirkham et Woody. Le 1er juin 1989, les forces de l'ordre sont entrées dans son bureau et l'ont arrêté. Il affirmait qu'il faisait erreur, disant s'appeler Robert Clark. Il ignorait de quoi il parlait. Puis ils ont pris ses empreintes digitales et les ont comparées au dossier militaire de John List. C'était John List. List avait pris le nom de Robert Peter Bob Clark, d'un ancien camarade de classe à l'université. Il a rejoint une congrégation luthérienne et a épousé une femme nommée Dolores. Pour ceux qui connaissaient Bob, c'était un comptable discret, un voisin sans histoire. Son arrestation a été un choc. Son procès a commencé en 1990. La défense n'a pas soutenu qu'il ne l'avait pas fait. Ils ont soutenu qu'il était fou lorsqu'il l'a fait. L'accusation a exposé tous les préparatifs, les comptes bancaires fermés, les livraisons annulées, la radio, la voiture à l'aéroport. Le 12 avril 1990, le jury l'a reconnu coupable de 5 meurtres au premier degré. Lors de la condamnation, il s'est levé et a lu une déclaration disant que son état mental à l'époque l'avait rendu irresponsable de ses actes et il a demandé pardon. Le juge a écouté. Ensuite, il a qualifié John d'homme sans remords et sans honneur et a prononcé 5 peines de réclusion à perpétuité consécutive, soit près de 125 ans. John List est mort en prison le 21 mars 2008 à l'âge de 82 ans d'une pneumonie. Il avait purgé un peu moins de 18 ans, soit à peu près le même temps qu'il avait passé en liberté après les meurtres. Numéro 12. Sa famille n'a pas pu la joindre de la journée et a finalement contacté la police pour demander qu'on vérifie qu'elle allait bien. Il était un peu plus de 7h30 un lundi soir, le 8 juillet 2024, lorsque les policiers sont arrivés à la maison située sur Didcot Circle à Sacramento. Ils ont trouvé Angelica dans la baignoire, inconsciente. Lorsque les ambulanciers ont terminé, elle a été déclarée morte sur place. 2 de ses enfants n'étaient pas dans la maison, leur père non plus. Angelica était coiffeuse. Elle a eu sa fille aînée, Natalia, alors qu'elle avait une quinzaine d'années et a travaillé tout en poursuivant ses études pour l'élever. Après le lycée, elle s'est inscrite à Mixed Institute of Cosmetology and Barber de Sacramento en tant que l'une de ses premières étudiantes. Elle a décroché son diplôme, coiffé des mannequins pour des défilés et travaillé dans des salons prestigieux. Pendant la pandémie, elle a ouvert un salon en solo avec une cousine. Environ 3 mois avant sa mort, elle est revenue à l'Institut mixte en tant qu'instructrice. Ses collègues disaient que l'école, c'était comme sa deuxième maison. Elle écrivait et affichait des messages inspirants pour ses élèves. Un collègue enseignant a dit qu'Angelica aimait beaucoup transmettre à ses élèves. Sa famille la voyait chaleureuse et créative, une mère organisant des fêtes d'anniversaire élaborées et veillant au bonheur et à la sécurité de ses enfants, même quand sa vie était difficile. Angelica était en couple depuis longtemps avec Cameron Majorly. Ils avaient 2 enfants ensemble, Athena, âgée de 4 ans, et Matteo, âgé de 2 ans. Sa famille a décrit cette relation aux journalistes comme étant nuisible, instable et tumultueuse. Ils ont déclaré qu'Angelica avait subi des violences pendant des années. Dans les semaines précédant sa mort, elle avait emménagé avec les enfants dans un appartement séparé dans le sud de Sacramento, plus proche de sa famille. Selon sa famille, elle voulait mettre fin à cette relation, commencer une nouvelle vie et emmener les enfants dans un lieu plus sûr. La mère d'Angelica a révélé que sa fille lui avait confié, juste avant de mourir, que Cameron l'avait agressée physiquement. Elle a déclaré qu'il lui avait pris son téléphone et ses clés, l'empêchant de quitter leur ancienne maison. Quelques jours après, la police l'a retrouvée dans la baignoire. Lorsque les policiers sont arrivés dans la soirée du 8 juillet, Athena et Matteo n'étaient pas là, et leur père non plus. Les enquêteurs devaient les retrouver tous les 3 rapidement, mais il y avait un problème. Cameron était le père biologique, il avait des droits parentaux. Le coroner n'avait pas encore classé la mort d'Angelica comme un homicide, ce qui signifiait que les enquêteurs ne pouvaient pas légalement considérer les enfants comme enlevés par un suspect.
Ils ne pouvaient les considérer que comme des enfants vus pour la dernière fois avec leur père. Ils devaient l'interroger et ont tenté de le joindre, sans réponse. Le 9 juillet, la police de Sacramento a demandé à la California Highway Patrol de lancer une alerte Amber, mais il était déjà trop tard. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis avaient repéré le véhicule sur une caméra, une Honda Passport grise de 2023 plaque d'immatriculation californienne 9JUS09, un véhicule de prêt provenant d'un concessionnaire. Les enquêteurs disent qu'il a franchi la frontière pour entrer au Mexique le 10 juillet, 2 jours après la découverte du corps d'Angelica. La Californie ne peut pas émettre d'alerte Amber pour un véhicule déjà sorti du pays. À la place, le 11 juillet, la CHP a émis un avis de disparition inquiétante dans 7 comtés de Californie, Fresno, Kern, Kings, Los Angeles, Merced, Orange et San Diego. Les enquêteurs avaient développé une théorie. Ils ont dit que Cameron avait peut-être de la famille dans le sud de la Californie. Il aurait pu confier les enfants à quelqu'un en route qui ignorait ce qui était arrivé à leur mère, quelqu'un qui se trouvait encore quelque part entre Sacramento et la frontière. S'occupant discrètement de 2 jeunes enfants, les enquêteurs s'en tiennent à cette théorie et la mère d'Angelica continue d'espérer que c'est vrai. 8 jours après qu'Angelica a été retrouvée, les autorités mexicaines ont localisé la Honda Passport à Ensenada, Basse-Californie, abandonnée et vide. Pas de Cameron, pas d'Athena, pas de Mateo. Pendant des mois, l'affaire est restée dans le flou entre les soupçons et l'hypothèse d'un meurtre. La police de Sacramento ne pouvait pas qualifier cela d'homicide. Le médecin légiste ne l'avait pas dit. Et sans cette qualification, Cameron Lee n'était pas officiellement suspecté dans la mort d'Angelica. C'était un homme qu'il voulait interroger. Son ex-partenaire a été retrouvée morte dans une baignoire. Il avait disparu avec ses 2 plus jeunes enfants. Sa voiture a été retrouvée vide près d'une frontière internationale. Les enquêteurs n'avaient pas pu le joindre depuis le 8 juillet. Il n'était pas encore suspect, mais les détectives poursuivaient l'enquête et ont interrogé des membres de la famille. Ils ont suivi des pistes dans le sud de la Californie, coordonnées avec les partenaires fédéraux et les autorités mexicaines, et attendaient le rapport du médecin légiste. En attendant, ils ont appris à bien connaître Cameron. Le FBI le considère comme armé et dangereux. Il parle couramment coréen et espagnol, ce qui, selon les enquêteurs, pourrait l'aider à se déplacer au Mexique ou à aller encore plus loin à l'étranger. Cameron avait déjà eu des ennuis auparavant. En 2019, la police l'a arrêté après avoir trouvé quelque chose dans sa voiture. En 2021, un contrôle routier a mené à une autre arrestation. Les 2 fois, ses avocats ont contesté les fouilles. Les 2 fois, les preuves ont été rejetées. Les 2 fois, les charges ont été abandonnées. Mais cette fois, il n'était pas là pour contester quoi que ce soit. Le bureau du coroner du comté de Sacramento a publié son rapport de synthèse en janvier 2025, 6 mois après la mort d'Angelica. Le coroner a classé la cause du décès comme indéterminée et, dans le rapport, ils ont écrit qu'un homicide ne pouvait pas être totalement exclu. Cela a suffi au procureur. Le 5 mars 2025, les procureurs de Sacramento ont déposé des accusations de meurtre contre Cameron Lee devant la Cour supérieure du comté de Sacramento. Le 8 avril, les détectives ont annoncé le mandat d'arrêt pour homicide. 9 mois après la découverte du corps d'Angelica, Cameron était déjà recherché pour d'autres chefs d'accusation. Le 20 août 2024, le tribunal de district des États-Unis pour le district Est de Californie a émis un mandat d'arrêt fédéral pour fuite illicite afin d'échapper aux poursuites, ce qui a fait de Cameron un fugitif fédéral et a mobilisé pleinement le FBI. En décembre 2025, les autorités fédérales ont offert une récompense de 50 000 $, 25 000 $ pour toute information menant à son arrestation et condamnation. Encore 25 000 $ pour toute information menant au retour sain et sauf d'Athena et de Mateo. Athena aurait maintenant 5 ans. Elle avait 4 ans lorsqu'elle a disparu. Elle mesurait environ 97 cm et pesait 18 kg. Le FBI dit qu'elle ressemblait à sa mère. Mateo aurait maintenant 4 ans. Il avait 2 ans à l'époque. Sa famille le décrivait comme intrépide. Personne en dehors de Cameron Lee n'a signalé les avoir vus depuis les premières heures du 8 juillet 2024. L'aînée d'Angelica avait 12 ans quand c'est arrivé. Elle vit maintenant avec sa grand-mère. Elle a perdu sa mère, sa sœur, son frère, tout cela le même jour. Quelque part, peut-être au Mexique, peut-être encore dans le sud de la Californie, peut-être avec des proches, peut-être avec des inconnus qui n'en ont aucune idée, Athena et Mateo sont peut-être encore quelque part. Numéro 11. À travers le mur, ils ont entendu une femme supplier « Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Mais personne n'a appelé le 911. C'était un vendredi soir, le 11 mars 2011, à Bethesda, dans le Maryland, à 9h51.
Brittany Norwood appelle une de ses collègues chez Lululemon, Ella. Elle lui dit qu'elle a oublié son portefeuille au magasin et qu'elle a besoin du numéro de sa collègue pour pouvoir rentrer. Ella ne s'en inquiète pas et envoie le numéro par texto. Le numéro appartenait à Jaina Murray et vous allez vouloir vous souvenir de ce nom. Jaina était responsable de l'équipe de vente chez Lululemon. Et ce vendredi soir en particulier, elle avait fait la fermeture avec Brittany. Donc Brittany l'appelle, lui parle du portefeuille et lui demande de la retrouver au magasin. Jaina accepte et la fait entrer. L'Apple Store juste à côté partageait un mur avec l'arrière du Lululemon et peu après 22 heures ce soir-là. Les employés qui travaillaient encore là-bas ont commencé à remarquer des bruits venant de ce mur, des bruits de traînement, de coups sourds, de grognements et de cris. Puis une voix de femme suppliante « Parle-moi, ne fais pas ça, parle-moi, que se passe-t-il » Et plus tard, la même voix a dit doucement « Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Mais personne n'a appelé le 911. Dans le couloir du fond de ce Lululemon, Jaina s'est battue. Nous savons qu'elle s'est défendue, car les enquêteurs ont relevé au moins 105 blessures défensives sur son corps, causées par des objets du magasin, une clé, un crochet de présentation, un marteau, un cutter, un couteau X-Acto, au moins 5 armes différentes ont été utilisées. Le nombre final de blessures constatées sur son corps était de 331. Elle était vivante pour la plupart d'entre elles. La blessure mortelle fut un coup de couteau à l'arrière de la tête. Voici ensuite ce qu'a fait Brittany Norwood. Elle va chercher une paire de chaussures Reebok dans le magasin pour hommes, taille 14. Ensuite, Brittany les enfile et marche dans le sang sur le sol. Elle prend les clés de Jaina, conduit sa voiture et la gare plus loin du magasin. Les procureurs ont précisé qu'elle est restée assise dans la voiture environ 90 minutes. Ensuite, elle retourne à l'intérieur, ouvre le coffre-fort et prend 3 sacs d'argent. Elle fait une entaille dans son propre pantalon, puis se blesse elle-même pour avoir quelque chose à montrer à la police. Rien qui rappelle ce que vit quelqu'un luttant pour sa vie. Ensuite, elle attache seule ses mains et pieds avec des colliers de serrage et attend toute la nuit. Juste avant 8 heures le lendemain matin, la gérante Rachel Orley arrive pour ouvrir le magasin et trouve la porte d'entrée déverrouillée. Elle entre à l'intérieur. L'intérieur est saccagé. Puis, venant de l'arrière du magasin, elle entend des bruits. Rachel a peur. Elle compose le 911, puis elle se tourne vers un homme qui se tient sur le trottoir. Il s'appelle Ryan Howe. C'est le jour de sortie de la 2e génération d'iPad et il fait la queue pour en acheter un. Elle lui demande s'il veut bien entrer avec elle et il accepte. La première personne que Ryan Howe voit est Jaina, face contre terre. Elle n'a pas de pouls. La deuxième personne qu'il voit est Brittany Norwood, vivante, attachée avec des colliers de serrage et qui attend. À l'hôpital, c'est là que Brittany commence à parler. Elle dit à la police que 2 hommes masqués ont fait irruption dans le magasin et ont commis des actes indicibles sur les 2 femmes. Ils ont aussi fait déplacer la voiture de Jaina et connaissaient son adresse. Et pendant 6 jours, la police l'a cru. Ils l'ont interrogé de nouveau le 14, puis le 16, puis le 18. Son histoire restait inchangée, inscrite comme victime. La police recherchait les hommes qu'elle avait décrits, mais la scène ne correspondait pas au récit. Le médecin légiste qui a examiné Brittany n'a trouvé aucune preuve physique pour étayer son récit. La coupure sur son front, censée venir de l'agression, montrait que le sang sur son visage avait coulé tout droit, signe qu'elle était debout et non allongée sur le sol de la salle de bain pendant des heures comme elle l'affirmait. L'ADN retrouvé dans la voiture de Jaina provenait de 2 personnes, Jaina et Brittany, et il y avait aussi les employés de l'Apple Store de l'autre côté du mur, ceux qui avaient tout entendu cette nuit-là. Ils répétaient sans cesse la même chose aux enquêteurs. Ils ont entendu 2 femmes. Ils n'ont pas entendu une seule voix masculine. Le 18 mars, les détectives se sont assis en face de Brittany Norwood et lui ont tout exposé. Elle a été arrêtée ce jour-là. Leur théorie est que plus tôt dans la soirée, Jaina avait trouvé des articles Lululemon non payés dans le sac de Brittany. Et Jaina, étant chef d'équipe, l'a signalé à un responsable. C'est pour cela que Brittany a appelé Jaina, lui a demandé de la retrouver et de la laisser entrer. Au procès, la défense n'a pas nié que Brittany ait commis le meurtre, mais a soutenu qu'elle avait perdu le contrôle lors d'une dispute, sans préméditation. Elle a été condamnée à la perpétuité sans libération conditionnelle pour meurtre au 1er degré. 3 mois après, le magasin Lululemon a rouvert. Au-dessus de la porte d'entrée, l'entreprise a installé une mosaïque en vitrail. Il y avait un seul mot dessus, amour. La famille de Jaina a créé une fondation à son nom. Et j'aimerais vraiment que tout se termine ici. Un mémorial, une fondation, une meurtrière en prison pour le reste de sa vie. Mais il y a une chose qui est ressortie lors du procès, et une fois que vous la savez, elle ne vous quitte plus. Vous vous souvenez de ces bruits, ceux que les employés de l'Apple Store ont entendus à travers le mur? Les bruits de traînement, les coups sourds, les supplications?
Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils ont tout entendu, mais aucun n'a décroché le téléphone. Si vous appréciez l'épisode jusqu'à présent, abonnez-vous et laissez un j'aime. Cela aide vraiment l'émission à toucher plus de monde. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, une note de 5 étoiles aide plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez dans le monde. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires se diffusent. Numéro 10, il est 15 heures à Skidmore, Missouri. Une porte moustiquaire claque, un jeune homme sort sur le porche avec des câbles de démarrage. « Je reviens tout de suite, dit-il, mais il ne revient jamais. Branson Kane Perry avait 20 ans. Il venait d'obtenir son diplôme et enchaînait des petits boulots en ville, travaillant l'été sur les toits et aidant dans une ferme pédagogique itinérante. Ses parents avaient divorcé fin 2000 et il vivait avec son père. Atteint d'un problème cardiaque, il détenait aussi une ceinture noire en Apkido. Ce jour-là, son père était absent. Bob Perry était à l'hôpital en train de se remettre d'une opération et il devait bientôt sortir. Branson voulait que la maison soit propre avant son retour. Alors il a invité une amie, Gina, pour l'aider. Dehors, 2 hommes travaillaient sur la voiture de Bob. Elle avait besoin d'un nouvel alternateur. C'était un mercredi ordinaire. Puis Branson sort vers la remise. La remise est juste derrière la maison. On peut la voir depuis la fenêtre de la cuisine. Gina entend la porte moustiquaire, voit Branson sortir, lui demande où il va, obtient une réponse, puis retourne au ménage. Ce bref échange est la dernière apparition confirmée de Branson Kane Perry. Gina repart cet après-midi-là sans y penser davantage. Les 2 hommes dehors terminent et rentrent chez eux. La nuit tombe sur West Oak Street. Un jeune homme avec un problème cardiaque et un salon à moitié nettoyé a disparu. Le lendemain matin, la grand-mère de Branson, Joanne, passe chez lui. La porte d'entrée est déverrouillée. La maison est vide. Le ménage est à moitié fait. La camionnette de Branson est garée devant, en panne et inutilisable. À l'intérieur de la maison, son portefeuille, son argent, ses lunettes, tout ce qu'une personne emporte avec elle en partant, est toujours exactement là où il l'a laissé hier. Joanne appelle, mais personne ne répond. Elle appelle sa mère, Becky. Becky n'a pas eu de nouvelles de lui non plus. Quelque chose ne va pas, mais Bob est toujours à l'hôpital et pendant 6 jours, personne ne lui dit rien. Le 17 avril, Bob est enfin autorisé à sortir. Il rentre chez lui et découvre que son fils n'est pas là et qu'il n'a pas été là depuis presque une semaine. Ce jour-là, lui et Becky signalent la disparition au bureau du shérif du comté de Nodaway. Les enquêteurs ne découvrent alors rien. Un rayon de recherche de 15 miles est examiné autour de Skidmore. Les adjoints du shérif parcourent les champs à pied, vérifient les puits, fouillent les granges, les dépendances et les fermes abandonnées. Aucune empreinte. Aucun témoin n'a vu Branson quitter la ville. Aucun indice, aucune trace, aucun signe. C'est comme s'il était allé jusqu'à cette remise puis avait disparu de la surface de la terre. Et puis, environ 2 semaines après sa disparition, quelqu'un trouve une paire de câbles de démarrage posés juste à l'entrée de la remise, la même remise qu'ils avaient fouillée plusieurs fois. Les mêmes câbles qu'il avait dit vouloir ranger, et personne ne peut dire comment ils sont arrivés là. Les enquêteurs ne savent pas quand ils sont apparus, ils ne savent pas qui les a déposés là, ils avaient fouillé cette remise. Ces câbles n'y étaient pas. 2 semaines plus tard, ils étaient là. Quelqu'un était venu sur la propriété. Quelqu'un était revenu. La police commence à frapper aux portes. Ils interrogent plus d'une centaine de personnes. Jana leur dit la vérité sur cet après-midi-là. Des substances ont été utilisées, à la fois récréatives et plus illicites. Un membre de la famille dit que Branson avait un flacon de comprimé sur lui ce jour-là. Les 2 hommes travaillant sur la voiture affirment n'avoir rien vu. D'après la police, tous ont réussi les tests au détecteur de mensonges. À Skidmore, des rumeurs courent selon lesquelles Branson rôdait près d'une propriété au nord de Quitman, réputée pour la consommation de substances. Il devait peut-être de l'argent à de mauvaises personnes. Moins d'1 semaine après sa disparition, cette propriété est réduite en cendres. Aucune preuve, aucune piste, aucun corps. Puis, 2 ans plus tard, les enquêteurs trouvent quelque chose. Son nom est Jack Wayne Rogers, un pasteur de 59 ans, originaire de Fulton, Missouri, à environ 3 heures de Skidmore. En avril 2003, Rogers a été arrêté pour des accusations graves sans rapport avec l'affaire, et lorsque les enquêteurs ont saisi son ordinateur, ils ont trouvé quelque chose qui les a laissés sidérés. Des écrits, des messages en ligne troublants décrivant en détail l'enlèvement et le meurtre d'un autostoppeur blond dans une zone rurale du Missouri. À peu près à l'époque où Branson a disparu, la victime décrite dans ces messages ressemblait beaucoup à Branson. Ensuite, ils ont fouillé la propriété de Rogers et, selon les enquêteurs, ils trouvent un collier qui aurait appartenu à Branson. Rogers nie tout en bloc. Il affirme n'avoir jamais rencontré Branson. Il soutient que les écrits sont fictifs.
En 2004, il plaide coupable pour des accusations sans rapport et est condamné à 30 ans de prison. Sa première possibilité de libération est en 2028. Il aura alors autour de 85 ans, mais il n'est jamais inculpé en lien avec Branson. Les enquêteurs continuent de s'intéresser à lui, mais sans corps et sans preuve matérielle le liant à la disparition, rien ne tient. Plus tard, la mère de Branson dit qu'elle ne croit pas que Rogers soit responsable, qu'elle pense que quelqu'un à Skidmore sait quelque chose. L'affaire reste non résolue. En juin 2009, un renseignement amène la patrouille routière de l'État du Missouri dans une ferme près de Quitman, à environ 14 km au nord de Skidmore. Pendant 2 jours, ils creusent une fosse de 6 mètres sur 12, profonde de 7 mètres. Ils retirent de la terre, des rondins et des débris. Joanne, la grand-mère de Branson, arrive sur le site alors que les fouilles sont déjà en cours. Personne ne lui avait dit qu'il creusait. Elle les regarde creuser un trou de la taille d'une piscine, à la recherche de son petit-fils, mais ils ne trouvent rien. Les années continuent de passer. En 2022, le shérif du comté de Nodaway, Randy Strong, a annoncé que les enquêteurs ont identifié un nouveau suspect. Il ne dira pas qui, il n'effectuera aucune arrestation. Il dit qu'ils ont d'abord besoin de plus de preuves. En 2024, le FBI rejoint l'enquête, un autre renseignement crédible. Une autre fouille, cette fois près d'un puits à l'extérieur de Quitman, non loin de l'endroit où ils avaient creusé en 2009. Un capitaine du shérif annonce aux journalistes qu'il considère la disparition de Branson comme un homicide probable, mais reste sans résultat. Ce mois d'avril marque 25 ans depuis que Branson est sorti par la porte arrière de la maison de son père avec des câbles de démarrage. Son jeune frère, Philippe, a offert 100 000 $ à toute personne dont les informations mèneraient à une condamnation. Et pour que les restes de Branson rentrent à la maison, quelque part à Skidmore, quelqu'un sait ce qui s'est passé le 11 avril 2001, quelqu'un sait qui est entré sur cette propriété 2 semaines plus tard, a posé une paire de câbles de démarrage juste derrière la porte de la remise, puis est reparti. Et pendant 25 ans, ils sont restés silencieux. Numéro 9. La porte d'entrée était déverrouillée, 3 voitures dans l'allée, un luminaire de Porsche brisé. À l'intérieur, 3 sacs à main soigneusement alignés, mais les femmes à qui ils appartenaient étaient introuvables. Il était environ 9 heures du matin, le dimanche 7 juin 1992. Janelle Kirby et son petit ami, Mike Henson, étaient venus à Springfield pour récupérer 2 amis afin de passer la journée dans un parc aquatique à Branson. Ils sont entrés par la porte non verrouillée. La maison était silencieuse. À l'intérieur, un petit Yorkshire Terrier nommé Cinnamon était seul, le seul témoin restant. Dans la chambre du fond, 3 sacs à main étaient posés soigneusement sur le sol. L'un appartenait à Cheryl Levitt, une mère célibataire de 47 ans qui avait récemment acheté le bungalow. Son portefeuille était toujours à l'intérieur, avec près de 900 $ en liquide, son permis de conduire, ses clés, ses médicaments, mais elle avait disparu. Sa fille, Suzy, âgée de 19 ans, ainsi que l'amie de Suzy, Stacy, âgée de 18 ans, avaient également disparu. La nuit précédente, elle était chez elle en train de peindre une armoire dans sa chambre. À 23h15, elle a appelé une amie et a parlé du vernis qu'elle appliquait sur le bois. C'était la dernière fois que quelqu'un a entendu sa voix. Suzy était son unique enfant. Elle avait obtenu son diplôme du lycée Kickapoo cet après-midi-là. Elle avait obtenu son diplôme avec sa grande amie Stacy McCall. Stacy travaillait dans un centre de gymnastique. Elle venait d'avoir 18 ans 2 mois auparavant. Toutes les 3 avaient prévu de se retrouver chez Janelle le matin et de partir en voiture pour Branson, mais elles n'y sont jamais arrivées. Voici ce que les enquêteurs pensent qu'il s'est passé, d'après les indices retrouvés sur les lieux. Suzy et Stacy ont passé la nuit du 6 juin à des fêtes de remise de diplômes un peu partout à Springfield. Vers 2 heures du matin, elles sont arrivées chez Janelle Kirby à Battlefield, Missouri, où la maison était bondée de proches de Janelle venus de l'extérieur de la ville. Comme il y avait trop de monde pour dormir, la mère de Janelle a entendu Suzy dire à Stacy « Suis-moi chez moi ». Stacy a répondu « D'accord, j'arrive ». Elles sont allées en voiture chez Cheryl à Delmar. Les preuves d'à l'intérieur, à savoir leurs effets personnels, indiquent qu'elles sont bien arrivées. Les vêtements que Stacy portait la veille étaient pliés sur le sol de la chambre de Suzy. Des lingettes démaquillantes usagées étaient dans la poubelle de la salle de bain. Une canette de soda entamée était restée là. Le lit de Cheryl donnait l'impression que quelqu'un y avait dormi. Un store sur une fenêtre était tordu à un angle étrange. Le globe du luminaire du porche était cassé. La pile de vêtements pliés de Stacy n'incluait pas ses sous-vêtements ni le t-shirt qu'elle portait en rentrant. Aucun sang n'a été trouvé dans la maison. Et puis, alors que Janelle se tenait encore à l'intérieur de la maison ce matin-là, le téléphone fixe a sonné. Elle a décroché. Un homme lui a adressé des propos vulgaires et harcelants au téléphone. Elle a raccroché. Un instant plus tard, le téléphone a de nouveau sonné.
Même voix, même type d'appel. Suzy s'était apparemment déjà plainte auparavant d'appels obscènes reçus à la maison. La mère de Stacy, Janice McCall, est arrivée quelques heures plus tard. Cinnamon a couru vers elle, jappant et pleurant. C'est à ce moment-là que Janice a regardé autour d'elle et a compris ce qu'elle voyait. Les sacs à main, l'argent, les clés, tout ce que sa fille et les autres auraient emporté avec elles si elles étaient parties d'elles-mêmes. Elle a appelé le service de police de Springfield depuis le téléphone fixe de la maison. Elle a également remarqué qu'un message clignotait sur le répondeur. La police a déclaré plus tard que c'était un message étrange, peut-être lié à ce qui s'était passé. Le répondeur l'a effacé lors de la lecture. C'était un ancien format de cassette. Une fois écouté, il était perdu. Entre 10 et 20 personnes sont passées par cette maison avant l'arrivée des policiers. Des amis, de la famille, des voisins, tous essayaient d'aider. Tous ignoraient qu'ils se trouvaient sur une scène de crime. Les empreintes digitales ont été effacées, le verre balayé, les tasses à café rincées, les preuves disparues. 34 ans se sont écoulés, plus de 5000 signalements ont été reçus. Plus de 27 000 pages de documents d'enquête, aucun corps n'a jamais été retrouvé, aucune arrestation n'a jamais été effectuée. Les enquêteurs ont examiné plusieurs suspects potentiels au fil des années. L'un d'eux était Dustin Rekla, l'ex-petit ami de Suzy. Suzy aurait témoigné auprès de la police sur un cambriolage de mausolée impliquant Dustin Rekla où des plombages en or ont été extraits d'un crâne humain. Les enquêteurs ont envisagé si l'intimidation de témoins pouvait être un mobile. Rekla a passé un test au détecteur de mensonges en juin 1992 à nier toute implication et l'a réussi. Il a ensuite témoigné devant un grand jury en 1994. Il n'a jamais été inculpé en lien avec la disparition des femmes. Un autre était Robert Craig Cox, un kidnappeur condamné qui avait vécu à Springfield en 1992. En 1997, depuis une prison au Texas, il a affirmé aux journalistes savoir que les trois de Springfield avaient été assassinés et que leur corps resterait introuvable. Il a dit qu'il n'expliquerait comment il le savait qu'après la mort de sa mère. Il a dit à la police qu'il était à l'église le matin du 7 juin avec sa petite amie. Sa petite amie l'a d'abord soutenu, puis a affirmé qu'il lui avait demandé de mentir. Ses parents ont donné un autre alibi pour la veille. Les enquêteurs ne le jugent pas crédible. Il n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Un autre était Larry Dwayne Hall, un participant à des reconstitutions de la guerre de sécession que les autorités ont reliées à une longue liste de disparitions à travers le Midwest. Des événements de reconstitution étaient organisés près de Springfield le 6 juin 1992. Un codétenu nommé Jimmy Keane a plus tard déclaré aux autorités fédérales que Hall gardait une carte avec des emplacements marqués pour d'éventuelles victimes. Rien de disponible publiquement ne relie Hall à la maison de Springfield. Il n'a jamais été inculpé dans cette affaire. En 2007, une journaliste nommée Kathleen Baird a organisé une analyse au radar à pénétration de sol du parking sud du garage de l'hôpital Cox à Springfield. Un tuyau indiquait que les corps étaient enterrés sous le béton. L'ingénieur Rick Norland a effectué l'analyse et a déclaré avoir trouvé 3 anomalies, 2 parallèles et une perpendiculaire, d'une taille approximative à celle de tombe. La police n'a pas creusé. Le garage avait été construit en septembre 1993, plus d'un an après la disparition des femmes. En 1997, Cheryl Levin et Suzy Streeter ont été déclarées légalement décédées. La famille de Stacy McCall n'a pas demandé cette déclaration. Elle est toujours officiellement inscrite comme personne disparue. En juin de la même année, un banc a été installé dans le jardin commémoratif des victimes au parc Phelps Grove, à Springfield. 3 noms, une date. Les enquêteurs cherchèrent peut-être des éléments clés sur cette cassette de répondeur. Janice McCall a appuyé sur lecture. La voix a parlé, puis la machine l'a effacée à jamais. Numéro 8, un break bleu passe devant une caméra juste avant 9 h du matin. Il y a une branche coincée dans la portière passager et une femme assise sur le siège passager. C'est la dernière fois que Jessica Zarensky a été vue. Âgée de 30 ans, elle vivait avec sa grand-mère dans l'ouest de Sydney, Australie. Sa famille a indiqué qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Parfois, elle abordait des inconnus et leur demandait une cigarette ou de la conduire quelque part. Pour Jessica, s'adresser à des inconnus n'était pas inhabituel et ce dernier détail avait son importance. Le lundi 28 novembre 2022 à 22h02, la vidéosurveillance capte Jessica entrant dans le parking d'un hôtel à Greenfield Park. Elle portait un haut orange, un legging noir, des chaussures plates et un sac à main crème. C'est là qu'elle le rencontre. L'histoire est encore en cours et personne n'a été officiellement inculpé dans la disparition de Jessica, mais voici ce que les enquêteurs ont déclaré. L'homme dans la voiture a été identifié comme Paul Jones, que Jessica n'avait jamais rencontré avant cette nuit-là. Même si l'on ne saura peut-être jamais quelle conversation a eu lieu sur ce parking, cela s'est terminé lorsque Jessica est montée dans la voiture de Paul. À 22h15,
Une caméra de station-service capte la voiture. À Horsley Park, Paul achète du carburant, des cigarettes et 2 bouteilles de boissons gazeuses. Une femme portant un haut orange est sur le siège passager avant. La voiture part ensuite vers l'ouest, dépasse la banlieue extérieure et monte vers les Blue Mountains. Pendant 10 heures, la voiture disparaît des registres publics. Aucune caméra, aucun témoin, juste une route sombre bordée de brousses sombres de chaque côté. Puis, à 8h50 du matin, à Mount Victoria, la caméra capte à nouveau la voiture bleue. Jessica est toujours là, toujours avec son haut orange. La branche est coincée dans la portière passager. Elle ne semble pas en détresse. Les enquêteurs ont ensuite conclu que la branche signifiait probablement que la voiture avait quitté la route à un moment donné, cette nuit-là. À 10h15 du matin, la voiture repasse dans l'autre sens. Cette fois, il n'y a personne sur le siège passager. 2 mois après la disparition de Jessica, les détectives de la brigade criminelle ont repris l'affaire. La police a fouillé la forêt domaniale de Hampton en mai 2023 avec des unités cynophiles, des équipes spécialisées et des bénévoles qui parcoururent la forêt en quadrillage. Ils ont trouvé un couteau, l'ont envoyé pour analyse, mais cela n'a rien donné. Ils sont revenus l'année suivante, cette fois à 13 km au nord des grottes de Junaling. 3 jours de recherche supplémentaires, mais ils n'ont rien trouvé. En novembre 2023, le chef inspecteur détective Glenn Brown a déclaré publiquement ce que les enquêteurs savaient depuis un certain temps. Ils savaient qui conduisait cette voiture et il ne leur avait pas dit un seul mot sur ce qui était arrivé à Jessica. Une enquête du coroner a été ouverte en mars 2026. Voici ce qu'on leur a dit. Le 1er décembre 2022, 3 jours après la disparition de Jessica, Paul Jones s'est rendu dans une station de lavage. Il a payé 90 $ pour un polissage et un nettoyage complet de la voiture. Le personnel n'a rien signalé d'inhabituel. Il n'y avait pas de sang, pas de dégâts, rien d'inquiétant. Les équipes médico-légales n'ont rien trouvé non plus. Environ 1 mois plus tard, les enquêteurs ont exécuté des mandats de perquisition, l'un au parc de Caravan où Jones vivait et l'autre sur son lieu de travail. Le Daily Telegraph a rapporté plus tard que Jones avait quitté l'État le même jour. Il ne reviendrait pas avant plus de 3 ans. Quelque temps après les mandats de perquisition, Paul a retiré 9 000 $ en espèces et s'est rendu à l'ouest, à Bunbury, en Australie-Occidentale. Lors de l'enquête, on a appris qu'il aurait aussi pu se rendre dans le Queensland. Pour la première fois devant le tribunal, Paul Jones a été publiquement désigné comme l'homme que les enquêteurs pensent être la dernière personne à avoir été avec Jessica. Une assignation avait été délivrée pour qu'il comparaisse, mais elle n'avait pas été remise en main propre. Il se trouvait dans les régions isolées d'Australie. Quelques jours avant l'enquête, le Daily Telegraph rapportait que la police avait perdu sa trace. La fille de Paul a été appelée à témoigner et lui a publiquement demandé de se présenter. Le 6 mars 2026, le chef inspecteur principal de la brigade des homicides s'est rendu dans les régions sauvages et isolées. Il est descendu à l'aide d'une échelle dans une grotte. À l'intérieur de la grotte se trouvait Paul Jones. Le détective lui a donné une assignation. 4 jours plus tard, Jones est arrivé au tribunal du coroner de la Nouvelle-Galles du Sud, vêtu de noir, sans parler. Il s'est assis à quelques mètres de la famille de Jessica. What, if anything, he knows about Jessica's disappearance remains to be seen. Il est attendu de retour le 24 août 2026. Une récompense de 500 000 $ est toujours proposée, attendant que quelqu'un apporte de nouvelles informations. Jessica n'a jamais été retrouvée. Quelque part dans l'intervalle de 10 heures entre Horsley Park et Mount Victoria, il lui est arrivé quelque chose que, selon la police, un homme connaît et n'a toujours pas expliqué. L'histoire continue et Paul Jones n'a été accusé d'aucune infraction en lien avec la disparition de Jessica. Elle a manqué le mariage de son frère. Elle a manqué la naissance de son neveu. Sa mère n'a demandé qu'une seule chose, que quelqu'un aide à retrouver sa fille afin que la famille puisse l'enterrer et lui dire au revoir. Si vous avez des informations pour retrouver Jessica, contactez la police de Fairfield ou Crime Stoppers. Numéro 7. Un pompier volontaire rentrant chez lui juste après minuit a été le premier à le remarquer. Une Nissan Altima de 2003, l'arrière-côté conducteur écrasé contre un arbre. L'impact avait projeté l'avant de la voiture contre un autre arbre et une clôture en barbelé. La vitre arrière était brisée. Les phares étaient encore allumés, les clés dans le contact, la porte passager verrouillée, la porte conducteur déverrouillée. Il n'y avait personne à l'intérieur. Jason Landry avait 21 ans. Son père le décrivait comme un pur extraverti, débordant d'optimisme. Jason était étudiant à l'Université d'État du Texas et venait de terminer ses examens finaux du semestre d'automne. Il rentrait chez lui pour les vacances de Noël, un trajet de 265 km cette nuit-là, le 13 décembre 2020. Il a passé près d'1 heure en appel vidéo avec un ami, puis il a mis Sparky, son poisson combattant de compagnie, dans un gobelet en plastique à l'arrière de la voiture avec ses affaires. Les enquêteurs allèrent plus tard reconstituer presque chaque kilomètre, 22h55.
Il quitte son appartement à San Marcos, 23h05, il passe sous l'I-35. 23h07, il traverse le comté de Caldwell en passant par Martindale, Fenwick, Prairie Lea, Stairtown. 23h24, Jason entre dans Luling. 23h26. Son téléphone effectue sa dernière connexion à Waze. À l'angle de Magnolia Avenue et East Austin Street, Waze lui a dit de tourner à droite, vers l'autoroute, vers Houston, vers chez lui, mais Jason a continué tout droit. 2 minutes plus tard, à 23h28, il a envoyé un selfie sur Snapchat depuis l'intérieur de la voiture. C'était à une ex-petite amie. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut des nouvelles de Jason Laundrie. East Austin est devenu Spruce. Spruce est devenu Salt Flat Road. L'asphalte est devenu du gravier. 5 miles plus loin, sur une portion sombre de route des champs pétrolifères, Jason a perdu le contrôle de sa voiture et à minuit 31, un pompier rentrant chez lui s'est arrêté devant l'épave sans conducteur. Un agent du département de la sécurité publique est arrivé. La voiture a été remorquée. Vers 2 heures du matin, l'agent a pris son téléphone et a appelé un pasteur à Missouri City pour lui dire que la voiture de son fils avait été retrouvée, accidentée sur une route de gravier dans le comté de Caldwell et que Jason était porté disparu. Kent Laundrie s'est rendu sur Salt Flat Road tôt ce matin-là. À environ 270 mètres de l'accident, Kent a trouvé les vêtements de son fils sur la route. Pas un ou deux articles, mais tout ce que Jason portait. Une chemise, un short, des chaussettes, des sous-vêtements, des sandales, une montre-bracelet, tout s'éparpillait sur le gravier. Les enquêteurs en ont récupéré d'autres au fil de la journée. Un sac à dos avec le portefeuille de Jason, son ordinateur portable, son matériel de jeu et une certaine quantité d'une substance à usage récréatif. Ensuite, une casquette, un sac avec des articles de toilette et ce gobelet en plastique restait dans la voiture. Il y avait un poisson combattant à l'intérieur. Le poisson était mort. Le téléphone de Jason était resté coincé entre le siège conducteur et la console centrale. Une tache de sang a aussi été trouvée sur ses sous-vêtements. Les enquêteurs ont jugé que ce n'était pas compatible avec une blessure grave, peut-être du fil barbelé ou des broussailles. Les Rangers du Texas ont examiné le véhicule pour trouver des preuves d'ADN et de sang, mais aucun sang n'a été détecté. Des chiens pisteurs ont suivi l'odeur de Jason depuis le lieu de l'accident sur environ un quart de mile, puis la piste s'est arrêtée. Texas Search and Rescue a effectué 906 heures de bénévolat rien que la première semaine. Des équipes au sol, des patrouilles à cheval, des drones, des avions à voilure fixe, des hélicoptères équipés d'imagerie thermique, un sonar à balayage latéral. Ils ont vidé un étang, mais n'ont rien trouvé. En juillet 2022, la police de New York a comparé les empreintes digitales d'un homme inconscient retrouvé dans le Bronx, mais il ne s'agissait pas de Jason. En février 2023, un fragment de crâne a été retrouvé près de la zone de recherche. Pourtant, ce n'était pas Jason. Le comté de Caldwell a géré l'affaire jusqu'en février 2022, lorsque l'unité des affaires non résolues et des personnes disparues du procureur général du Texas a pris le relais. La théorie principale de l'enquêteur est que Jason, peut-être sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, a eu un accident de voiture, est sorti, a enlevé ses vêtements, s'est aventuré dans une zone où les températures frôlèrent le zéro et est mort d'hypothermie. Il a suggéré que des cochons sauvages auraient pu disperser ce qu'il restait de lui. Le père de Jason n'a jamais accepté cette idée. Un ancien agent du FBI nommé Abel Pena a repris l'affaire bénévolement et a remis au procureur une liste d'environ 10 personnes présentant un intérêt pour l'enquête. Le bureau du shérif en a identifié 9. Aucun suspect, aucune preuve de l'intervention d'un tiers. En novembre 2023, une table ronde interagence a réuni le FBI, les Rangers du Texas, le DPS, les équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que le procureur. Leur conclusion était que toutes les pistes crédibles avaient été minutieusement suivies. 5 ans plus tard, aucune trace de Jason Laundrie n'a jamais été retrouvée. Chaque année, à l'anniversaire, sa famille se réunit au 2379 Salt Flat Road, le lieu de l'accident. L'endroit est isolé et poussiéreux. Son père prend la parole, sa mère aussi, ils allument des bougies. Lors de la 5e veillée en décembre 2025, Lisa Laundrie a dit aux personnes autour d'elle « Je n'aurais jamais pensé qu'on serait ici ». Et Kent Laundrie se tenait au même endroit où il avait ramassé les vêtements éparpillés de son fils 5 ans plus tôt, et il a compté, cela fait 1824 jours que Jason a disparu. À présent, un mot de notre sponsor. Voici une information souvent méconnue. Le Wi-Fi public dans les cafés, les aéroports et les hôtels semble pratique, mais chaque fois que vous vous connectez, vos données peuvent être exposées à toute personne sur le même réseau.
C'est pourquoi j'utilise personnellement Proton VPN. Il chiffre votre connexion, masque votre adresse IP et garde vos activités en ligne privée. Proton est basé en Suisse et bénéficie de certaines des lois sur la vie privée les plus strictes au monde. Ils ont une politique stricte de non-conservation des logs, plus de 15 000 serveurs répartis dans 120 pays des applications pour tous les principaux appareils, et les débits sont vraiment rapides. J'ai changé pour Proton il y a environ 1 an et la différence de vitesse par rapport à mon ancien VPN m'a vraiment surpris. Si vous voulez l'essayer, allez sur protonvpn.com/protonvpn.com/chills. Le lien est dans la description. L'utiliser soutient le podcast. Numéro 6. À 5h30 du matin, le 30 décembre 1999, un conducteur sur une route rurale près de Welch, Oklahoma, a vu la lueur. Quand il s'est approché suffisamment pour voir, le mobile home à une seule section au bout du long chemin de terre était complètement englouti par les flammes. Les pompiers ont traversé les décombres. À l'intérieur de la chambre principale, ils ont trouvé une femme. Elle avait été tuée avant l'incendie. Elle s'appelait Kathy Freeman. Son mari, Danny, n'était pas là. Sa fille de 16 ans, Ashley, n'était pas là non plus. La meilleure amie d'Ashley, Loria Biebel, qui était venue pour une soirée pyjama d'anniversaire, n'était pas là non plus. La veille, c'était le 16e anniversaire d'Ashley. Loria et Ashley se connaissaient depuis la maternelle. Elles étaient toutes les deux nées en 1983 à 8 mois d'intervalle, aux deux extrémités opposées du même coin du nord-est de l'Oklahoma. Dans l'après-midi du 29 décembre, Loria est rentrée chez elle entre 2 soirées pyjama. Elle avait passé la nuit précédente chez Ashley pour la première fois depuis environ 1 an et demi. Sa mère, Lauren, était mal à l'aise concernant la maison des Freeman, mais comme Ashley allait avoir 16 ans, ses parents ont accepté qu'elle y passe une 2e nuit. Avant que Loria ne parte, son père lui a dit de rentrer à la maison avant midi le lendemain. Elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Ashley avait son examen de conduite. « Je t'aime, papa », a dit Loria. C'est la dernière chose qu'elle ait jamais dite à ses parents. Ce soir-là, Kathy a fait monter les filles dans sa Toyota bleue et les a emmenées à Veneta pour dîner. Ils ont rencontré Jeremy Hurst, le petit ami d'Ashley, qui lui a offert un pendentif cœur en argent acheté chez Walmart. Sur le retour, ils ont acheté de la nourriture pour le bétail et de l'eau, puis sont repartis vers la caravane. Les Freeman vivaient au 7856 South 4390 Road, au bout d'une longue allée de terre, dans la campagne du comté de Craig, sans eau courante et avec le chauffage d'un poêle à bois. Jérémy est parti vers 22h30. Les proches de Danny qui étaient en visite ont dit que rien ne semblait anormal. Un peu plus de 6 heures plus tard, le conducteur a vu les flammes. Les pompiers ont rapidement déterminé que l'incendie était criminel, volontaire. Kathy avait été tuée avant que la caravane ne brûle et les 3 autres personnes attendues dans la maison restaient introuvables, ce que les enquêteurs ont fait ensuite entrer l'affaire pendant 2 décennies. Quelqu'un avait signalé avoir vu un pick-up Ford blanc emmenant Danny et les filles loin des lieux. Les policiers du comté de Craig ont élaboré une théorie à partir de cette piste. Ils ont insinué que Danny avait tué sa femme puis fui avec les 2 adolescentes. Ils ont également évoqué la possibilité qu'Ashley et Loria aient elles-mêmes été impliquées dans ce qui s'était passé. Les parents de Loria, Jay et Lauren Biebel, ont rejeté cette théorie d'emblée. Le 31 décembre, alors que les décombres fumaient encore, ils sont retournés eux-mêmes sur les lieux et ont commencé à chercher. En quelques minutes, Lauren a trouvé Danny. Il était sous des débris effondrés. Comme sa femme, il avait été abattu à bout portant. Les blessures étaient si graves que Lauren a dit plus tard qu'elle avait failli ne pas le reconnaître. Toute une journée, ils l'ont cru suspect alors qu'il était mort chez lui. Cette erreur a fait perdre du temps. Le contexte avait ici toute son importance. 11 mois plus tôt, le 8 janvier 1999, un adjoint du shérif du comté de Craig, nommé David Hayes, avait abattu et tué le frère aîné d'Ashley, Shane, après l'avoir trouvé dans un pick-up volé sur une route rurale. Hayes a déclaré que Shane avait sorti un pistolet calibre 22 volé quelques jours plus tôt lors d'un cambriolage chez les Biebel. Le procureur du district et le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma ont conclu à un homicide justifié. Danny et Kathy n'ont pas accepté cette décision. Ils préparaient une action civile pour décès injustifié contre le bureau du shérif. Le délai de prescription de 2 ans devait expirer le 9 janvier 2000, soit 11 jours après leur décès. Le shérif George Vaughn, conscient de ce que cela pouvait laisser penser, a volontairement confié l'affaire à l'OSB. L'adjoint Hayes et le sous-shérif Mark Hayes ont passé avec succès des tests au détecteur de mensonges. Ils n'ont jamais été considérés comme suspects. Une récompense de 50 000 $ a été offerte pour toute information menant aux filles. Elle est toujours en vigueur. Durant la décennie suivante, aucune piste n'a abouti. Les enquêteurs ont exploré 3 principales théories.
La vengeance liée au procès en cours, un différend concernant des substances récréatives ou un conflit provenant du district minier des trois États, beaucoup plus saturé de substances illicites, qui s'étend sur l'Oklahoma, le Kansas et le Missouri. Les aveux se sont succédés, puis ont été retirés. En 2002, un tueur en série condamné nommé Tommy Lynn Sells a affirmé avoir tué les filles. Il s'est rétracté. Il a été exécuté au Texas. En 2005, un détenu dans le couloir de la mort nommé Jeremy Bryan Jones a déclaré aux enquêteurs du comté de Craig qu'il avait abattu les Freeman, récupéré les deux filles alors qu'elles fuyaient, puis jeté leur corps dans une fosse minière au Kansas. Certains détails correspondaient à la propriété, d'autres non. Une fouille des mines près de Galena, au Kansas, n'a rien donné. Puis les enquêteurs ont découvert que Jones avait été arrêté à 18 miles de là à 4 heures du matin. Le 30 décembre 1999, il s'est rétracté. Il reste dans le couloir de la mort en Alabama pour un autre acte horrible. 3 autres noms étaient apparus au début. Un criminel local multirécidiviste nommé Warren Philip Welsh. Le deuxième, connu sous le nom de Phil, qui habitait à moins d'1 mile au sud de la propriété Freeman, son associé, David Pennington, et un homme nommé Ronnie. Dean Busick, un détective privé, avait retrouvé une carte d'assurance sur les lieux de l'incendie. Elle appartenait à l'une des petites amies de Welsh. Un agent de l'OSB est allé l'interroger. Gary Stanseal, l'enquêteur du district 12 qui finirait par résoudre l'affaire, a ensuite décrit comment cet entretien s'est terminé. Elle a dit « Je ne sais pas pourquoi ma carte d'assurance était là, mais Phil Welsh est mon petit ami et il connaît les Freeman, et c'est là que ça s'est arrêté. » La piste est restée au point mort pendant presque 15 ans. En février 2017, un nouveau shérif nommé Heath Winfrey a pris ses fonctions dans le comté de Craig. Son sous-shérif, Tony Chenoweth, a dit à l'enquêteur Gary Stanseal et à l'agent spécial de l'OSB, Tammy Ferrari, qu'une caisse de rapport sur l'affaire Freeman, disparue depuis longtemps, venait tout juste de réapparaître dans les locaux du shérif. D'autres dossiers ont refait surface en décembre de cette année-là. La boîte contenait les noms de témoins qui n'avaient jamais été interrogés. Elle contenait la documentation de la carte d'assurance qui avait été transmise au FBI puis perdue. Stanseal et Ferrari ont commencé à réinterroger des personnes. Ce qu'ils ont entendu, consigné dans des déclarations sous serment de plus d'une douzaine de témoins, était ceci. Welsh aurait soi-disant gardé une mallette contenant des photos Polaroid. Selon les témoins, les photos montraient Loria et Ashley attachées sur un lit. Sur certains clichés, Welsh était allongé à côté d'elle. Les témoins ont déclaré que Welsh, Pennington et Busick s'étaient vantés d'avoir enlevé, agressé et tué les deux filles. Ils ont dit que Welsh menaçait toute personne qui parlait d'être mise dans une fosse avec les filles disparues. Les Polaroids n'ont jamais été retrouvés. Lors du dépôt des déclarations sous serment, 2 des 3 hommes étaient déjà décédés. Welsh est mort de la SLA en 2007, Pennington est décédé en 2015, seul Busick était encore en vie. Le 22 avril 2018, Ronnie Dean Busick, âgé de 66 ans, a été arrêté à Wichita, Kansas. Le lendemain, il a été inculpé devant le tribunal du comté de Craig de 4 chefs de meurtre au premier degré, de 2 chefs d'enlèvement, d'un chef d'incendie criminel au premier degré et d'autres chefs de complicité. Lors de la conférence de presse, le procureur Matt Ballard a évoqué la phrase qui a brisé les familles. Les filles avaient été maintenues en vie pendant un nombre de jours inconnu après l'incendie. Pendant 18 ans, plusieurs personnes avaient vu des photographies de Loria et Ashley vivantes après l'incendie. Personne ne s'était manifesté. Le 15 juillet 2020, Busick a plaidé coupable, non pas pour meurtre, ni pour enlèvement, ni pour incendie criminel. Il a plaidé coupable d'un seul chef d'accusation de complice de meurtre au premier degré. Les procureurs ont prévu une clause incitative dans l'accord. 15 ans au total, Dix a purgé 5 en probation, mais si sa coopération permettait aux enquêteurs de retrouver les restes de la jeune fille avant le 31 août 2020, la peine de prison serait réduite à 5 ans. En août, les enquêteurs ont fouillé une cave à Pisher. Ils n'ont rien trouvé. Le 1er septembre, Busick a été condamné. Lauren Bible lui a adressé la parole en audience publique. Elle a dit que c'est un homme mauvais. Elles étaient jeunes et belles, mais vous le savez déjà. Elles étaient innocentes, mais toi et tes autres copains leur avez enlevé ça. Après avoir plaidé coupable, Busick a livré en prison la version désormais considérée comme l'explication officielle par les enquêteurs. Il a déclaré que les 3 hommes étaient allés à la caravane des Freeman pour une dette d'1 ou 2 onces de substances illicites, précisant que Welsh portait un long manteau cachant un fusil à pompe chargé. Il a déclaré que Welsh a tiré sur Danny et Cathy après que Danny ait tenté de saisir un 357 Magnum. Il a dit que les hommes ont ensuite mis la caravane à sac, ont pris l'argent et les substances, puis y ont mis le feu. Il a dit que Loria et Ashley se sont enfuis par la porte arrière dans le champ derrière la maison.
Elles se sont cachées, puis les flammes ont grandi et elles se sont relevées. Elles ont été capturées, ligotées et bâillonnées avec des chaussettes, puis conduites à la caravane de Welsh au 412 South College Street à Peashare. Buzik a dit que les filles y ont été maltraitées, droguées de force, retenues pendant ce qu'il a appelé quelques jours, puis tuées. Ashley Freeman a été déclarée légalement morte par un tribunal de l'Oklahoma en 2010. Loria Bible est toujours considérée comme disparue par l'OSB. Elle avait promis à son père qu'elle serait rentrée à midi. Ses parents la cherchent depuis 26 ans. Numéro 5. Une femme qui conduit le long d'un champ de maïs dans le Missouri ralentit. Quelque chose ne va pas dans les rangées. Il y a quelque chose là-bas qui a la forme d'une personne. Elle appelle le shérif. Les adjoints du shérif arrivent à 13h12. Au niveau du 14 000 de la route 94 Nord, ils s'avancent dans les rangées et trouvent un homme face contre terre dans la boue. Le corps est déjà en décomposition, toujours vêtu d'un jean et d'un t-shirt. Il est là depuis plusieurs jours. Personne ne l'a signalé disparu. Les enquêteurs relèvent les empreintes digitales et obtiennent un nom. Il s'agit de Ricky Charles McCormick, âgé de 41 ans. La brigade des affaires majeures du Grand Saint-Louis mobilise 25 enquêteurs sur l'affaire. Ils ont ratissé la zone et interrogé tous ceux que Ricky connaissait, sans résultat. Il n'y a aucun témoin de la mort de Ricky et aucun mobile évident. Personne ne peut citer un ennemi qui aurait voulu faire du mal à Ricky. Le médecin légiste ouvre le corps et ne trouve aucun traumatisme évident. La décomposition est trop avancée pour déterminer la cause du décès. La cause est classée comme indéterminée. Ensuite, il vérifie les poches de Ricky. 2 pages manuscrites sont pliées à l'intérieur. Plus de 30 lignes de lettres majuscules, de chiffres romains, de chiffres arabes, de tirets et de parenthèses. Aucune séparation, aucun espace pour distinguer les mots, juste un bloc continu de caractères sur toute la page. Une ligne dit « El ponte Gesell se hurte ». Ce n'est pas de l'anglais, ce n'est aucune langue connue. Le FBI passera les 12 prochaines années à essayer de le déchiffrer et ils échoueront. Ricky McCormick venait de la région de Saint-Louis. Il avait abandonné le lycée. Son cœur et ses poumons étaient défaillants. Il était en invalidité. Il avait 4 enfants mais n'avait jamais été marié. Parfois, il vivait avec sa mère âgée. Le reste du temps, il passait d'une location à court terme à une autre entre le Missouri et l'Illinois. Il avait un casier judiciaire, y compris une condamnation en 1992 impliquant un mineur pour laquelle il a purgé 11 mois d'une peine de 3 ans. Son dernier emploi consistait à assurer le service de nuit à la station Amoco au centre-ville de Saint-Louis. Lorsque les notes ont finalement été rendues publiques, la famille de Ricky a déclaré qu'il ne pouvait pas les avoir écrites. Pas comme ça. Sa mère a dit qu'il savait écrire son propre nom. Elle a dit que ce n'était que des gribouillis, tout comme un cousin. Les journalistes parlaient d'illettrés fonctionnels, mais le FBI n'était pas d'accord. Les enquêteurs ont dit qu'il était débrouillard et capable d'écrire. Des proches ont dit qu'il remplissait des bouts de papier de marques sans signification depuis qu'il était enfant et que personne n'avait jamais pu les lire. 30 lignes de cryptogrammes aux motifs cohérents se trouvaient dans sa poche. Quelqu'un les avait écrites. Délibérément, les enquêteurs ont lentement reconstitué les 2 dernières semaines de la vie de Ricky. Mi-juin 1999, il a fait un voyage en Floride, séjournant dans un Econo Lodge à Orlando. Selon des articles ultérieurs du Riverfront Times, il serait revenu en transportant des drogues récréatives pour des personnes liées à la station-service où il travaillait. Rien n'a jamais été prouvé publiquement concernant l'identité de ces personnes, ni si l'une d'entre elles avait un lien avec ce qui s'est passé. Le 22 juin, il est entré à l'hôpital en se plaignant de douleurs à la poitrine. Ils l'ont admis et l'ont gardé pendant 2 jours. Le 25 juin, il était de retour dans un autre hôpital, cette fois pour des difficultés à respirer. Le 27 juin, un employé de l'Amoco a vu Ricky vivant. C'était la dernière fois qu'il a été vu avec certitude. Les enquêteurs pensent que c'est le jour où il est mort. Pendant les 3 jours qui ont suivi, rien ne s'est passé. Il n'est pas rentré chez lui. Il ne s'est pas présenté au travail. Personne n'a signalé sa disparition. Personne n'a appelé la police. Son absence est passée inaperçue jusqu'à ce qu'un inconnu l'aperçoive dans un champ de maïs à 15 ou 20 miles de chez lui. Il ne possédait pas de voiture. La route là-bas n'avait aucun transport en commun, pas même de bus. Les enquêteurs pensaient que le lieu d'abandon isolé et son incapacité à s'y rendre seul indiquaient un homicide. Mais avec l'état du corps, ils ne pouvaient pas prouver la cause de sa mort, seulement exprimer leurs soupçons. Le tronçon de route rurale entre les rivières Missouri et Mississippi avait déjà été utilisé comme dépotoir auparavant. En 1995, un corps criblé de balles a été retrouvé dans une maison abandonnée à proximité. En 2000, 2 autres corps ont été découverts le long de la même route.
On n'a jamais déclaré publiquement si tout cela avait un lien avec Ricky. Les notes ont été envoyées à l'unité des dossiers de cryptanalyse et de raquettes du FBI à Quantico. Ces déchiffreurs gèrent les codes des réseaux criminels, gangs de prison et espions. Par nécessité, ils sont très compétents. Ils ont travaillé plus de 10 ans sur les 2 pages de Ricky, analysé la fréquence et comparé les caractères à tous les systèmes de chiffrement connus. Ils ont fait appel à l'American Cryptogram Association, un réseau de bénévoles composé de déchiffreurs professionnels. Rien de tout cela n'a fonctionné. Le chef d'unité Dan Olson a prononcé la citation devenue virale « Nous sommes très compétents, mais nous aurions besoin d'aide sur ce dossier ». En mars 2011, le FBI a fait quelque chose d'inhabituel. Ils ont publié des scans haute résolution des 2 pages et ont demandé l'aide du public, de n'importe qui, n'importe où. Lors de la première semaine, plus de 1000 pistes sont arrivées par courrier, email ou téléphone. Les gens pensaient que les notes pouvaient correspondre à tout, depuis des numéros d'identification de véhicules jusqu'à des dossiers médicaux. Certains ont évoqué des instructions informatiques ou des notes de stratégie de jeux vidéo. Le bureau a créé un formulaire web dédié pour gérer les signalements. Rien de tout cela n'a abouti. Au bout de 12 ans d'enquête, le FBI a classé les notes de Ricky au 3e rang de sa liste des cryptogrammes non résolus les plus difficiles de l'histoire américaine. Seuls ceux du tueur du Zodiac le dépassaient et les motifs du code compliquaient encore les choses. La lettre E revenait sans cesse. La séquence NCBE se répétait tout au long des pages. Les chiffres 71, 74 et 75 apparaissaient régulièrement. Ce n'était pas du charabia. Quelqu'un avait un système. Quelqu'un avait une clé. Personne ne l'a jamais trouvé. Au lieu de réponse, il ne reste que des théories. Le FBI pense que la plus probable est que Ricky a écrit les notes lui-même, peut-être comme liste de tâches ou journal. Peut-être quelque chose que lui seul avait besoin de lire. Une autre théorie est qu'il était un coursier. La cryptographe Ilonka Dunan a évoqué cette possibilité lors d'entretiens. Elle a suggéré que Ricky n'était pas du tout l'auteur du code. Il le transportait simplement pour quelqu'un d'autre. Une 3e théorie avance que les notes ne signifient rien, qu'il s'agit simplement d'une écriture abrégée ou de gribouillis ressemblant à un code. Le FBI rejette cette idée. Ils disent que les motifs sont trop cohérents pour cela, et il y a une théorie que les enquêteurs ont écartée. Le capitaine Tiefenbrun de la brigade des affaires majeures a affirmé que la police est convaincue que les notes n'ont pas été laissées par la personne responsable de la mort de Ricky. La propre famille de Ricky McCormick n'a appris l'existence des notes codées dans sa poche qu'en voyant le reportage aux informations en 2011, 12 ans après sa mort. Sa mère a dit qu'elle n'avait jamais été capable de lire quoi que ce soit qu'il écrivait. Ricky est enterré au Laurel Hill Memorial Gardens à Pageville, Missouri. Sa tombe n'est pas marquée. Quoi que ces 30 lignes de code aient essayé de dire, Ricky a emporté ce message avec lui. Numéro 4, elle s'est assise à une table de pique-nique du campus avec un homme que personne ne reconnaissait. 3 jours après, sa voiture a été retrouvée abandonnée près d'un atelier de carrosserie. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'était en fin d'après-midi, le 19 juin 1990, à l'Université de Toronto, sur le campus de Scarborough. Elizabeth Bain s'assoit près d'un homme. L'instructeur de tennis qui passe la connaît. Ils se sont déjà parlé, mais l'instructeur ne connaît pas l'homme. Elizabeth a l'air heureuse. Elle interpelle l'instructeur en l'appelant par son nom. L'homme à côté d'elle ne lève pas les yeux. Ce moment a eu lieu vers 17h40. C'est la dernière fois qu'Elizabeth Bain a été vue vivante. Elle était une étudiante de 22 ans. Plus tôt, Elizabeth a dit à sa mère qu'elle allait s'y rendre en voiture pour vérifier le planning de tennis. Elle s'est ensuite arrêtée pour retirer de l'argent au distributeur. Ce fut la dernière utilisation de son compte bancaire. Elle n'est jamais revenue chez elle. Son frère a retrouvé sa voiture 3 jours plus tard, près d'un atelier de carrosserie sur Morris Road à Scarborough, à quelques minutes de chez ses parents. Une mare de sang couvrait la banquette arrière. Les enquêteurs ont analysé le motif des taches au sol arrière. La couronne affirmerait plus tard que les traces montraient qu'un corps avait été traîné dans la voiture par la portière côté passager. Le sang était celui d'Elizabeth. La police a agi rapidement. En quelques mois, ils avaient un suspect, son petit ami, Robert Baltovich, un autre étudiant du campus. Ils sortaient ensemble depuis environ 1 an et demi. Robert a dit à la police qu'il était chez lui avec sa mère et d'autres membres de sa famille à 17h40 le jour où Elizabeth a été vue pour la dernière fois. Sa famille l'a soutenu, mais les détectives étaient sceptiques quant à son alibi. D'abord, il y avait le journal intime. Certaines des entrées d'Elizabeth qualifiaient Baltovich d'agaçant. Elle avait écrit vouloir se libérer. La police a vu dans ces pages un mobile. Puis, il y avait Marianne Peirce, la professeure de tennis passée devant la table de pique-nique.
Au départ, elle ne pouvait décrire l'homme avec Elizabeth qu'en des termes très vagues. Puis elle a vu une photo de Baltovich dans un journal. Après avoir subi une séance d'hypnose, elle a reconnu sa photo parmi plusieurs, et même là, elle a dit qu'elle n'était pas totalement certaine. Un homme nommé David Deeb a affirmé avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Robert conduire la voiture d'Elizabeth près du lac Scugog 3 jours après sa disparition. Cependant, sa description de ce conducteur ne cessait de changer. Une autre témoin, Suzanne Nodon, a déclaré avoir vu un couple se disputer devant chez elle aux premières heures avant la disparition d'Elizabeth. Elle ne voyait qu'une partie de la scène. Elle n'a vu la femme que de profil et de dos, partiellement cachée. Même après avoir été hypnotisée, elle n'a pas pu fournir de détails plus clairs. Il n'y avait ni corps, ni aveu, ni preuve physique directe liant Robert à un acte criminel contre Elizabeth. Ce que la police avait, c'était un dossier basé sur des preuves circonstancielles. Près d'un an plus tard, le 31 mars 1992, un jury l'a reconnu coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à la prison à vie. Robert a purgé près de 9 ans avant d'être libéré sous caution en 2000. En décembre 2004, la Cour d'appel de l'Ontario a annulé la condamnation. Le tribunal ne l'a pas déclaré innocent, mais a affirmé que le procès avait été inéquitable. Les instructions du juge au jury manquaient d'impartialité. Elles avaient mal exposé la loi, les preuves d'identification et l'alibi. La solution était un nouveau procès. Au moment où le nouveau procès a eu lieu, la situation avait changé. En 2007, la Cour suprême du Canada a statué que les témoignages de témoins oculaires obtenus sous hypnose étaient irrecevables. 3 des témoins les plus importants de la Couronne avaient été hypnotisés. En avril 2008, la Couronne s'est levée au tribunal et n'a présenté aucune preuve. Le juge a ordonné au jury de déclarer Robert non coupable. Il est sorti libre. L'homicide restait non résolu. Puis un autre nom est apparu. Le 7 juin 2007, des détectives de Toronto se sont rendus à Kingston pour interroger un autre homme au sujet de la disparition d'Elizabeth. Paul Bernardo, un homme responsable d'une série d'attaques horribles à Scarborough, est l'un des criminels les plus notoires de la région. À ce moment, il avait déjà été condamné pour les meurtres au premier degré de 2 adolescentes et niait toute implication dans l'affaire d'Elizabeth. Les avocats de Robert avaient évoqué Bernardo comme suspect alternatif lors de l'appel de 2004. Selon le dossier du tribunal, Bernardo se trouvait à ce moment-là. Scarborough, à l'époque où Elizabeth a disparu, il connaissait le campus dans le parc Colonel Danforth, la zone du ravin où les chercheurs avaient cherché le corps d'Elizabeth. Une ex-petite amie de Bernardo a déclaré à la police qu'il avait déjà rencontré Elizabeth. Une autre femme ayant fréquenté Bernardo affirme avoir aperçu un homme lui ressemblant près d'une classe d'Elizabeth le jour de sa disparition. Elle a appelé la ligne d'appel à témoins. La police lui avait dit à l'époque qu'il ne le considérait pas comme suspect dans l'affaire d'Elizabeth. Pour la cour d'appel, les preuves contre Bernardo n'étaient pas décisives. Il n'a jamais été inculpé en lien avec Elizabeth Benn. Personne d'autre ne l'a été non plus. Les années ont passé. En 2024, puis des décennies plus tard, des étudiants de l'université de Guelph Humber ont commencé à examiner environ 85 boîtes de documents originaux de l'affaire. Ils ont identifié plus de 20 points d'intérêt et des questions qui n'avaient jamais été posées la première fois. Les découvertes utiles ont été transmises à la police. En 2026, ils poursuivaient encore ce travail. Ils sont maintenant rejoints par John Irwin, un policier à la retraite de Toronto qui avait participé à l'enquête initiale de 1990. Robert fait aussi partie de ce travail maintenant. Il a constitué sa propre équipe d'enquêteurs. Il a déclaré qu'il voulait prouver son innocence au-delà de tout doute possible et identifier la personne qu'il croit responsable. Irwin l'a qualifié de potentiellement la seule personne qui a constamment essayé de découvrir ce qui est arrivé à Elizabeth. Depuis plus de 30 ans, la mère d'Elizabeth, Ulita, est l'une des porte-paroles les plus en vue de la famille. En 2008, après l'acquittement, elle a déclaré que sa famille était passée entre les mailles du système judiciaire. Elle est décédée le 12 décembre 2024. Elizabeth n'a jamais été retrouvée. L'homme assis à la table de pique-nique n'a jamais été identifié. La plupart des gens ici l'ignorent, mais je ne fais pas que raconter des histoires. Je fais aussi de la musique. Mon album Sawiskara est disponible en streaming partout. Le lien est dans la description si vous voulez le découvrir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, DylannisChillinYT, sur X, YT_Chills et sur TikTok, Chills. Numéro 3. Le 23 mars 1986, un jour de printemps froid dans un terrain boisé du Wisconsin. Stephen Kuhl marche à travers les arbres lorsqu'il aperçoit un jeune homme figé dans une plaque de glace. Il n'a ni portefeuille, ni pièce d'identité. Les autorités l'enregistrent comme un John Doe. Ils retirent un trousseau de clés rouillé de ses vêtements et les consignent comme preuve. Ils n'ont aucun nom pour lui.
Il faudra 10 ans avant qu'il découvre qui il est. Finalement, son identité est déterminée. Timothy Michael Molnar était un étudiant de 19 ans en mécanique aéronautique à Daytona Beach, en Floride. Il vivait chez ses parents avec son frère cadet, Frank. Ils étaient proches. Tim était fiable, rentrant toujours à la même heure chaque jour. Le matin du 24 janvier 1984, il a déposé son frère cadet Frank à l'école. Tim était censé assister à un cours à Embry-Riddle, mais il ne s'est jamais présenté. Au lieu de cela, il a fait demi-tour et retourné à la maison familiale, a chargé son vélo dans sa Dodge Dart de 1969, puis est reparti. Sa famille ne le reverrait jamais vivant. Ce soir-là, le téléphone a sonné chez les Molnar. Les parents de Tim ont répondu. Il n'y avait pas de voix à l'autre bout du fil, seulement des grésillements. Puis, cela a recommencé. Des appels sans voix à l'autre bout du fil, seulement un silence crépitant. La famille de Tim se demanderait pendant des années ce que signifiaient ces appels. Tim avait-il décroché le téléphone et perdu son courage? Avait-il essayé de dire qu'il avait des ennuis sans réussir à prononcer les mots? Ils ont appelé ses amis, personne ne savait où il était. Ils ont signalé la disparition de leur fils à la police. 2 ou 3 semaines après, la facture de carte de crédit est arrivée. Le jour de sa disparition, Tim avait acheté de l'essence dans une station-service à Lake City, en Floride, à près de 240 km au nord de Daytona Beach. Plus tard, le pompiste l'a reconnu sur une photo. D'après ses souvenirs, Tim était seul. Les autres détails sont apparus peu à peu. Aucun ne correspondait. Tim avait vidé son compte d'épargne presque entièrement. Il ne restait que 10 $. Il n'avait pris aucun vêtement de rechange, ni chemise, ni manteau, rien d'autre que ce qu'il portait. Peu de temps après la disparition de Tim, un membre de la famille est décédé. Cette personne lui a laissé un héritage d'environ 50 000 $. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de rentrer à la maison et l'argent était à lui, mais il n'a jamais réclamé cet argent. 4 mois se sont écoulés sans aucun signalement ni d'autres appels mystérieux, puis une lettre est arrivée d'une fourrière à Atlanta, en Géorgie. Ils avaient la voiture de Tim. Elle était restée garée sur un parking à un pâté de maison du terminal de bus Greyhound. Elle était là depuis 6 jours après la disparition de Tim. La fourrière avait déjà traité la voiture avant que la famille ne soit contactée, faisant disparaître toutes les preuves potentielles. Les Molnar ont alors engagé un détective privé. Les années ont passé. La mère de Tim, Helen, a créé une organisation pour les familles comme la sienne. Elle l'a appelée Aide des mères aux adultes disparus. Elle répétait depuis des années à tous que son fils pouvait être vivant, qu'un héritage l'attendait et qu'il devait juste rentrer. Pendant tout ce temps, le corps non identifié du Wisconsin est resté dans les dossiers. Puis, en 1995, l'émission Mystère non résolu a diffusé un reportage sur la disparition de Tim. L'émission a été rediffusée en janvier 1996. Cette fois, ils ont montré les vêtements qu'il portait le jour de sa disparition. Stephen Kuhl regardait. Il a reconnu les vêtements. Il a appelé l'émission. Les enquêteurs ont sorti les clés rouillées du dossier du John Doe du Wisconsin et ont demandé à la famille Molnar de faire une empreinte de la serrure de leur porte d'entrée. L'une des clés l'a ouverte. En novembre 1996, l'ADN a confirmé ce que la clé leur avait déjà révélé. Le corps retrouvé dans la glace du Wisconsin était celui de Tim. Sa famille l'a enterré à Daytona Beach. Personne ne sait comment Tim est arrivé dans le Wisconsin. Personne ne sait pourquoi. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause de sa mort. Aucun suspect n'a été nommé. Aucune accusation n'a été portée. Aucune réponse n'a été donnée. Helen Molnar est décédée en 2004, Michael Molnar est décédé en 2012. Ils ont enterré leur fils, mais aucun d'eux n'a jamais su ce qui l'avait emmené si loin de chez lui. Numéro 2, le sol s'effondre sans avertissement. Une seconde, une foule de collégiennes était serrée épaule contre épaule dans une petite latrine, et la seconde d'après, il n'y avait plus rien sous leurs pieds. Elle tombe de 2,50 m dans l'obscurité. C'est le matin du 23 septembre 1904 à Pleasant Ridge, dans l'Ohio. À 10h15, le directeur Thomas Zimmerman sonne la cloche pour la récréation du matin. Près de 300 enfants se précipitent sur la cour de récréation. Le ciel paraît plus sombre que ce qu'annonçait la météo. Les garçons commencent une partie de baseball. Les filles se rassemblent en petits groupes dans la cour, puis la tempête éclate. Une pluie soudaine, forte et rapide. La plupart des enfants courent vers l'école. Un groupe ne le fait pas. Plus de 30 filles courent dans l'autre direction, vers les toilettes des filles à l'est du terrain. Elles cherchent un abri. Les toilettes sont une petite cabane à ossature en bois blanchi à la chaux, d'environ 3 mètres sur 3, posée sur une fosse tapissée de pierre d'environ 3,60 m de profondeur. Au fond, il y a environ 1,20 m de déchets liquides, 11 ans d'accumulation, pas de canalisation d'égout, pas de vraie ventilation. Les latrines ont 11 ans.
Au fil des années, il a été réparé et rafistolé à plusieurs reprises, de nouveaux sièges, un nouveau revêtement. L'été précédent, une nouvelle couche de plancher a été posée directement sur l'ancienne. Les solives, longues poutres soutenant la structure, n'avaient pas été inspectées. Les filles s'entassent et se serrent pour se faire de la place. Certaines grimpent et se tiennent debout sur les bancs en bois pour que d'autres puissent entrer, puis les solives cèdent, tout le plancher s'effondre d'un coup, il se désintègre en tombant. Fasta Card est près de la porte. Elle a 11 ans, l'une des 3 sœurs entassées dans cette dépendance. Sa petite sœur, Charmaine, a 9 ans. La sœur jumelle de Fasta, Rota, est juste à côté d'elle. Au moment précis où le plancher cède, Rota est projetée hors de la porte. Elle atterrit sur un sol solide. Fasta et Charmaine, non. 30 filles ou plus tombent dans la fosse de pierre à 2,50 m de profondeur dans 1,20 m de saleté. Les murs sont en pierre de tous les côtés, glissant à cause des années d'humidité. La seule lumière du jour provient du trou béant au-dessus d'elle. Que reste-t-il de la superstructure détruite? Les filles tombent les unes sur les autres. Certaines sont assommées en atterrissant. Quelques filles près de l'entrée réalisent, dans la cohue, qu'elles sont toujours au-dessus de l'ouverture. L'une s'agrippe au cadre de la porte. Une autre saute par-dessus les sièges, jusqu'au seuil, et se laisse porter dehors par les débris. Les autres sont dans la fosse. Certains refont surface, d'autres non. Ceux qui remontent cherchent à s'agripper à n'importe quoi, les pierres, des morceaux de bois flottants ou les uns aux autres. Des camarades s'agrippent et entraînent les autres vers le fond. Certains respirent, d'autres sont écrasés sous des corps qu'elles ne peuvent pas déplacer. Plus tard, les survivants décriront la sensation de corps qui les écrasait et leur lutte pour garder la tête hors de cette eau sale assez longtemps pour respirer. Dans l'obscurité avec eux, Loretta Fink, 12 ans, fille d'un ouvrier d'une entreprise d'emballage nommée Henry. Emma Steinkamp, 13 ans, Lilium Witham, 13 ans, fille d'un agriculteur. Amelia Hessa, 9 ans, dont le père est le laitier du coin. Edna T, 10 ans, dont le père est le forgeron. Martha Burr, 8 ans. Le père de Martha est déjà décédé. Sa mère s'appelle Ella et Hazel Glover, 8 ans. Les 2 parents de Hazel sont décédés. Elle vit avec sa grand-mère. En haut, une fille sort des décombres et s'enfuit. Elle traverse en courant la cour mouillée pour entrer dans l'école, en criant que quelqu'un est tombé dans la fosse. Le directeur Zimmerman l'entend. Une enseignante nommée Una Venable l'entend aussi. Les garçons plus âgés également. Ils courent. Lorsqu'ils arrivent aux toilettes, ils voient que les sièges tiennent encore au mur. Le plancher a disparu. Sous eux, dans le trou, des dizaines de filles essaient de grimper sur la pierre ou de rester conscientes. Les escabeaux de l'école sont sortis en premier. Ils sont trop courts. Ils n'atteignent pas le fond. Quelqu'un attrape des cordes à linge. Les cordes lâchent sous le poids des filles qu'on tente de remonter. James Smith, 14 ans, arrache le drapeau de l'école et l'utilise comme corde. Un voisin trouve une échelle plus longue dans une grange à proximité et la traîne jusqu'au trou. Ils descendent dans le trou. Le directeur Zimmerman descend. Des hommes de la ville descendent aussi. 2 jeunes voisins nommés William Schultz et John Correll, le pasteur de l'église voisine. Ils faisaient passer les filles de main en main. Un témoin sur les lieux, un homme nommé Frank S. Johnson, décrit plus tard ce qu'il a vu à l'entrée. Des filles grimpaient à l'échelle, trempées et haletantes. Les adultes se penchaient dans l'ouverture, les sortant dès qu'ils parvenaient à les attraper. Le bâtiment de l'école devient un hôpital, puis il devient une morgue. 28 à 30 filles sortent vivantes. Beaucoup d'entre elles sont inconscientes. Certaines ont inhalé des émanations. Certaines ont avalé les os usés, mais 9 ne sortent pas vivantes. À la mi-journée, le coroner du comté de Hamilton est sur les lieux. Il s'appelle Walter B. Weaver. La première chose qu'il fait, c'est de demander à ce que la fosse soit vidée. Il veut voir le bois, ce qu'il trouve est pourri. Un journaliste présent sur les lieux enfonce la pointe d'un parapluie à travers l'une des poutres. Les témoins arrachent des échardes avec leurs doigts. Weaver dit à quiconque veut bien l'entendre que les supports ne tiendraient rien du tout. Il fait descendre les restes du plancher et des solives dans le sous-sol de l'école et les conserve comme preuve. Ensuite, il commence à recueillir des témoignages. Puis l'histoire prend un tournant. Un homme entre pour témoigner. Il s'appelle Henry Swift. C'est l'ancien concierge de l'école. Henry Swift dit au coroner qu'il le savait déjà. 1 an plus tôt, en 1903, il avait découvert un mur de pierre bombé et partiellement effondré à l'intérieur de la fosse. Il est allé voir le directeur Zimmerman, puis il est allé voir le président du conseil d'éducation, un révérend nommé Fred Holman. Henry Swift dit qu'il était si inquiet de l'effondrement du bâtiment qu'il a barricadé l'entrée, mais les toilettes extérieures ont quand même été utilisées.
Un inspecteur d'État nommé David Fisher examine ensuite les décombres. Il décrit les matériaux, des solives en pin jaune posées directement au-dessus d'une fosse profonde remplie de gaz. Il dit que ce n'est pas le bon bois pour ce genre de travail. Ils auraient dû utiliser du cèdre rouge ou des poutres en fer, l'une des solives, à y regarder de plus près. Une poutre de fortune soutenant le plancher sous plus de 30 enfants. Un ingénieur conseil nommé Ward Baldwin, appelé pour examiner les restes, est d'accord. Selon la presse locale de Cincinnati, il estime que la structure était dangereuse depuis longtemps. Le 19 octobre 1904, le coroner Weaver a rendu son verdict, cause du décès, suffocation, responsabilité, selon le verdict, négligence grave de la part du conseil d'éducation de Pleasant Ridge. Il a constaté que le plancher avait été posé sur des solives déjà dans un état avancé de décomposition. Le conseil a publié sa propre déclaration peu de temps après. Ils ont déclaré avoir fait tout ce qui était humainement possible. La population le prend très mal. Aucune accusation criminelle n'est déposée. Il n'y a pas de procès. Aucun acte d'accusation n'est déposé contre aucun membre du conseil de l'éducation. La seule véritable conséquence se produit lors des élections. Lors de la prochaine élection du Conseil de l'éducation, aucun des membres en place ne se présente. Le village élit une liste de candidats extérieurs, un groupe qu'ils appellent la liste des citoyens. Les 9 filles sont enterrées au cimetière de Pleasant Ridge, juste en face de l'école. C'est un terrain où, jusqu'à cet automne-là, les enfants du village avaient l'habitude de jouer. Le premier dimanche après l'horrible événement, les cloches de l'église sonnent toute la journée. Un enterrement après l'autre, encore et encore. Foster Card, 11 ans, Charmaine Card, 9 ans. Les deux sœurs se trouvaient près de la porte quand le plancher s'est effondré. Elles sont retrouvées dans la crypte, réunies ensemble. Rota, la jumelle de Faustus, doit rentrer chez elle sans elle. Personne n'a jamais été condamné pour ce crime. Numéro 1, un homme à la démarche étrange rôde devant un manoir à Toronto. Il sort du champ de la caméra et disparaît. Quelques heures plus tard, dans cette maison, 2 personnes sont retrouvées assassinées. Nous sommes le soir du 13 décembre 2017 à Bayview et York Mills, l'un des quartiers les plus riches de Toronto. De hautes haies, de longues allées, des rues tranquilles. La silhouette coiffée d'un chapeau marche étrangement, levant le pied droit à chaque pas et mesure environ 1,68 m à 1,76 m. La police de Toronto n'a pas pu déterminer le genre, l'âge ou l'origine ethnique de la personne. Des années plus tard, ils l'appelleront « l'homme qui marche ». Il passe ce que le sergent-détective Brandon Price décrira comme un laps de temps très suspect. Près d'une maison au 50 Old Colony Road, 12 000 pieds carrés, 9 salles de bain, 2 piscines, en vente à l'époque pour environ 6,9 millions de dollars. Puis il entre dans un petit bout de trottoir que ne couvre aucune caméra de surveillance et il disparaît. Cette nuit-là, à l'intérieur de cette maison, selon la police de Toronto, Barry et Honey Sherman sont assassinés. 2 jours plus tard, la femme de ménage arrive la première vers 8h25, puis un entraîneur personnel, puis un technicien en chauffage. Tous les 3 remarquent quelque chose d'étrange. Le système d'alarme est désactivé. Depuis 3 ans, personne n'est jamais venu pour le trouver désactivé. Aujourd'hui, il l'est, aucun d'eux ne descend au sous-sol. À 11h45, une agente immobilière nommée Elise Stern arrive avec un autre agent, Wei Dong Zhao, et 2 acheteurs potentiels. Les Sherman venaient tout juste de mettre la maison en vente. Ils prévoyaient de s'installer dans une maison plus grande à Forest Hill, 1500 mètres carrés, après des années à obtenir les dérogations de zonage. Le groupe visite les étages supérieurs, puis descend au sous-sol vers la piscine intérieure. Stern ouvre la porte et allume les lumières. Barry et Honey sont sur la terrasse de la piscine, assis côte à côte, entièrement vêtus, les jambes allongées loin de l'eau. Leurs manteaux d'hiver ont été partiellement repoussés de leurs épaules. Des ceintures en cuir pour hommes sont enroulées autour de leur cou. Les ceintures sont attachées à une rampe métallique basse au bord de la piscine, maintenant leur tête droite. Zhao dira plus tard aux enquêteurs qu'il pensait que c'était une farce d'Halloween. Stern dira qu'au début, elle pensait que le couple faisait une sorte de yoga bizarre. Puis elle appelle le 911. Ses premiers mots aux opérateurs seraient simplement ceux-ci: « Ils sont morts. Mais avant d'aller plus loin, vous devez savoir qui ils étaient. » Barry était né à Toronto, formé au MIT, et aurait, selon les rapports, déjà refusé un poste à la NASA. En 1974, il a fondé Apotex. Au moment de sa mort, c'était la plus grande entreprise pharmaceutique entièrement canadienne au monde et il était la 12e personne la plus riche du Canada.
Il a un jour décrit Apotex comme une entreprise tournée vers les batailles juridiques qui vendait accessoirement des médicaments. Selon la plupart des critères, il avait réussi sa vie. Honey est née en Autriche en 1947 et a été amenée au Canada alors qu'elle était bébé. Elle et Barry se sont mariés en 1971 et ont eu 4 enfants. Elle a siégé au conseil d'administration d'hôpitaux et d'universités, a survécu à un cancer de la gorge et en 2011, elle a remporté une compétition de danse caritative à Baycrest. Le 12 décembre 2017, Honey devait assister à une réunion du conseil d'administration. Elle ne s'est jamais présentée. Les enquêteurs pensent qu'elle a été tuée la nuit suivante. Quelques heures après la découverte des corps, le service de police de Toronto a qualifié les décès de suspects. Au lieu de parler d'homicide, ils ont annoncé qu'aucun suspect n'était recherché et qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. En moins d'une journée, des sources policières anonymes ont commencé à dire aux journalistes du Toronto Star, du Globe and Mail et d'autres médias que les enquêteurs examinaient la possibilité que Barry ait tué Honey avant de se donner la mort. Cette théorie n'a jamais été annoncée officiellement, mais officieusement, elle était partout. Le 16 décembre, les 4 enfants Sherman ont publié un communiqué. Ils ont déclaré qu'ils étaient choqués et qu'ils trouvaient irresponsable que des sources policières aient apparemment informé les médias d'une théorie à laquelle ni leur famille, ni leurs amis, ni leurs collègues ne croient. Ils ont exigé une enquête criminelle approfondie, intensive et objective. Ensuite, ils ont lancé leur propre enquête. Le matin suivant la découverte des corps, la succession Sherman a engagé Brian Greenspan, l'un des meilleurs avocats de la défense pénale à Toronto. Greenspan a réuni une équipe d'anciens enquêteurs de la Brigade des homicides de la police de Toronto. Tom Klatt, Mike Davis, Ray Zarb, Martin Woodhouse, ancien spécialiste médico-légal, Dennis Bulligan et Al Benton. Jim Cairns, ancien coroner en chef adjoint de l'Ontario, a aidé à choisir un pathologiste. Il a nommé le docteur David Chasson, ancien chef pathologiste médico-légal de la province de l'Ontario. Le 20 décembre 2017, la veille des funérailles publiques des Sherman, Chasson a effectué une seconde autopsie. Le pathologiste qui avait réalisé la première, le docteur Michael Pickup, était également présent. 3 des enquêteurs privés étaient aussi là. Ce que l'équipe privée a conclu, comme l'a rapporté pour la première fois Kevin Donovan du Toronto Star en janvier 2018, c'est que ce n'était pas ce que la police soupçonnait, loin de là. Selon l'équipe privée, les 2 victimes étaient mortes d'une compression du cou par ligature avec des cordons ou objets similaires absents des lieux. Les ceintures, selon eux, avaient servi à disposer les corps après la mort. Les poignets des victimes portaient des marques suggérant qu'elles avaient eu les mains attachées, peut-être avec un cordon ou des colliers de serrage en plastique, mais rien de tout cela n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs privés auraient décrit les meurtres comme un homicide mis en scène qui portait la marque d'un meurtre à gage professionnel. 18 jours plus tard, la police l'a dit aussi. Le 26 janvier 2018, une conférence de presse est organisée. La sergente détective Susan Gomes s'avance vers le micro. « Nous croyons maintenant, après 6 semaines d'examen du dossier, dit-elle, que nous avons suffisamment de preuves pour qualifier cela d'enquête pour double homicide et que Honey et Barry Sherman ont effectivement été ciblés. 6 semaines passées dans la maison, environ 150 pièces à conviction, 127 déclarations de témoins, 4 téraoctets et 2000 heures de vidéosurveillance. Environ 20 autorisations judiciaires, 348 actions d'enquête en cours figurent toujours au tableau. 2 résidences de Sherman ont été perquisitionnées, dont une aux États-Unis. Gomes a admis qu'ils avaient été confrontés à ce qu'elle a qualifié de complications juridiques compte tenu du volume considérable de litiges dans lesquels Apotex était impliqué. Fouiller le bureau de Barry chez Apotex avait été, a-t-elle laissé entendre, une bataille en soi. Elle a refusé de donner un mobile. Elle n'a pas non plus voulu expliquer ce que signifiait « cibler », au-delà de l'idée que les enquêteurs pensaient que Barry et Honey avaient été délibérément choisis par quelqu'un pour une raison, sans que la police dise ni par qui, ni pourquoi. Le différend commercial le plus commenté autour de Barry Sherman concernait sa propre famille. Barry avait un oncle, Louis Winter, qui avait été un cadre pharmaceutique et qui est décédé en 1965. Louis avait 4 fils, devenus orphelins très jeunes, et en 2007, ses fils, menés par un homme nommé Kerry Winter, ont poursuivi Barry en justice. Ils ont soutenu qu'une clause dans la vente de 1967 de la société d'origine de Louis Winter leur donnait à chacun le droit d'acheter 5% de toute société successeur. Ils voulaient 20% d'Apotex, ou $1 milliard, puis $1,5 milliard. Le 15 septembre 2017, 3 mois avant les meurtres, le juge Kenneth Hood de la Cour supérieure de l'Ontario a rejeté l'affaire.
Il a écrit que l'option était limitée, qualifiée et contingente, et conditionnelle, et que la revendication de tout intérêt dans Apotex relevait, je cite, du vœu pieux et était plus que fantaisiste. Barry a gagné près de 300 000 $ en frais juridiques. Ensuite, il a exigé le remboursement de plus de 8 millions de dollars de prêts personnels qu'il avait accordés à Kerry Winter au fil des années. Kerry a dû vendre sa maison et son chalet. Quelques mois plus tard, Barry et Honey étaient de mort. Kerry Winter a accordé des interviews filmées à l'émission d'enquête de CBC, The Fifth Estate. L'épisode intitulé « Le mystère des meurtres Sherman » a été diffusé le 1er février 2018. Dans cette émission, Kerry a admis qu'il avait fantasmé à l'idée de tuer Barry. Il a décrit à un psychiatre, dans les moindres détails, comment il avait imaginé mettre fin à la vie de Barry sur le parking d'Apotex. Il a également affirmé, sans preuve, que Barry lui avait un jour demandé d'organiser le meurtre de Honey. Kerry a déclaré qu'il n'avait personne pour confirmer son alibi pour la nuit du 13 décembre 2017. Il a dit avoir regardé la télévision et assisté à une réunion pour personnes en rétablissement après une addiction. Un test au polygraphe a été réalisé devant la caméra par un ancien policier du Québec nommé John Galagnos. Selon Galagnos, Kerry a échoué. Kerry a dit à l'examinateur qu'il avait enjolivé certaines parties de son récit. Kerry Winter a publiquement nié toute implication dans les meurtres. Il a déclaré que la police de Toronto lui avait dit qu'il n'était pas un suspect. Cependant, la police ne l'a pas confirmé. En avril 2026, personne n'a été inculpé dans cette affaire. Les enquêteurs avaient d'autres pistes à explorer, en commençant par le fils. Dans les semaines précédant sa mort, selon les reportages de Kevin Donovan, Barry avait envoyé un courriel à l'unique fils des Sherman, Jonathan. Le courriel exigeait le remboursement d'environ 50 millions de dollars de prêts sans intérêt que Barry avait accordé à l'entreprise de self-stockage de Jonathan, faisant partie d'une somme pouvant atteindre 125 millions de dollars que Barry avait prêté à Jonathan au fil des années. Barry a écrit à son fils qu'il avait besoin de récupérer cet argent au cas où Apotex perdrait un important procès sur un brevet. Jonathan Sherman a publiquement nié toute implication dans la mort de ses parents. Il a dit à Donovan en 2021 « Je ne vais pas tuer mon père parce qu'il a besoin de 50 millions de dollars pour traverser une crise. » L'une de ses sœurs, Alexandra Krawczyk, a déclaré publiquement qu'elle ne lui parlait plus. Les enquêteurs se sont également penchés sur le mariage des Sherman. Des documents judiciaires rendus publics ont révélé que les enquêteurs avaient lu les courriels échangés entre Barry et Honey avant les meurtres. Le ton était acrimonieux. Un message envoyé par Barry à Honey le 6 novembre 2017 disait en partie « Tu m'as maltraité pendant plus de 40 ans. » Ils étaient mariés depuis 1971 et puis ils sont devenus ennemis. Le 13 décembre 2017, le même jour où Barry a été vu vivant pour la dernière fois. Ses avocats travaillaient sur un autre procès contre Sean Ruttenberg, condamné auparavant pour fraude, accusé d'avoir escroqué Barry lors d'un investissement dans une société de quiz. Le 26 octobre 2018, l'avocat Brian Greenspan tient une conférence de presse au siège d'Apotex. Les enfants Sherman offrent jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à des arrestations. Greenspan profite aussi de cette conférence pour critiquer la police de Toronto. Il affirme que la police n'a pas passé l'aspirateur sur la scène de crime, qu'elle n'a pas correctement inspecté les points d'entrée, qu'elle a manqué 25 empreintes palmaires, l'équipe privée dit les avoir trouvées. Mark Saunders, le chef de la police de Toronto à l'époque, défend le travail ce même jour. Plus de 50 agents avaient participé à l'enquête. Plus de 200 témoins avaient été interrogés. 2000 heures de vidéos avaient déjà été visionnées. Le 12 décembre 2022, le 5e anniversaire approche. Jonathan Sherman annonce qu'il ajoute 25 millions de dollars de sa propre poche à la récompense. Le total passe à 35 millions de dollars. Il dit que l'apaisement ne sera pas possible tant que les responsables de cet acte maléfique n'auront pas été traduits en justice. J'espère voir le jour où je ferai ce versement, car cela permettra enfin un certain apaisement. À ce jour, personne ne l'a réclamé. Le 14 décembre 2021, soit exactement 4 ans après la découverte des corps, le sergent détective Brandon Price publie une séquence de vidéosurveillance de 22 secondes. L'homme qui marche, la silhouette avec le pied droit relevé, le chapeau, le morceau de trottoir sans caméra. Sur la base de ces éléments, Price déclare « Nous considérons cet individu comme un suspect. C'est la première fois que la police de Toronto qualifie publiquement quelqu'un de suspect dans cette affaire. Derrière tout cela, une autre bataille se joue devant les tribunaux. » Kevin Donovan du Toronto Star dépose plusieurs demandes pour obtenir la levée du secret sur les dossiers. Les dossiers de succession des Sherman ont été placés sous scellé en 2018. La Cour d'appel de l'Ontario annule cette mise sous scellé en 2019. La Cour suprême du Canada confirme la levée des scellés en juin 2021.
Cette décision, Succession Chairman C. Donovan, fait désormais autorité au Canada sur les ordonnances de mise sous scellé et la publicité des débats judiciaires. Le juge Nicolas Casser écrit au nom de la Cour que la vie privée ne peut justifier la mise sous scellé que lorsque la divulgation porterait atteinte au noyau biographique de la personne. La succession n'avait pas atteint ce seuil, le public l'a su lors de l'ouverture des dossiers d'homologation. Barry avait rédigé 2 testaments, partageant sa succession également entre ses 4 enfants. Honey, engagée dans des œuvres caritatives, est morte sans testament. Plus de 300 pages de documents de mandat de perquisition de la police sont partiellement décellés début 2021. Ils montrent que les enquêteurs avaient examiné d'éventuels mobiles financiers liés à la perte par Apotex d'un procès sur un brevet d'une valeur d'environ 500 millions de dollars et au licenciement de personnel qui en ont découlé. Ils révèlent que la sœur de Honey, Mary Sheckman, a dit à la police qu'elle pensait que quelqu'un voulait transmettre un message. Un nouveau mandat de perquisition a été exécuté le 21 décembre 2022 dans un lieu que la police ne souhaite pas nommer. Cela extrait 14 801 fichiers électroniques. Le document précise que les enquêteurs cherchent des éléments pouvant davantage incriminer ou disculper les personnes actuellement dans le viseur des enquêteurs. En 2025, après une nouvelle demande de transparence du Toronto Star, la police a accepté de lever le secret sur des références mineures aux cousins de Barry, Kerry Winter, ainsi qu'à l'ami et associé en affaires de Barry, Frank D'Angelo. Aucune accusation n'est déposée, aucun nouveau nom n'est rendu public, l'affaire n'est toujours pas résolue. Apotex n'appartient plus à la famille Sherman. SK Capital Partners, basée à New York, l'a acheté en avril 2023. Les conditions financières n'ont pas été révélées, mais selon Bloomberg, l'accord valait entre 3 et 4 milliards de dollars canadiens. L'entreprise a poursuivi son développement. Bloomberg a rapporté qu'une introduction en bourse à Toronto pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars en 2026. La maison située au numéro 50 d'Old Colony Road a été démolie en mai 2019. Le terrain vacant a été vendu en août 2020 pour 4,25 millions de dollars. L'adresse a été changée pour le numéro 48 d'Old Colony Road. Une nouvelle maison a été construite au sommet du terrain. Quelqu'un d'autre y habite maintenant. L'enquête, quant à elle, se poursuit. Pour le 8e anniversaire de la mort de ses parents en novembre 2025, Alexandra Krautchik a participé à l'émission Metro Morning de CBC Radio. Elle a dit qu'elle tirait un certain réconfort du fait que l'affaire était toujours en cours, que la police, selon ses propres mots, n'avait pas dit « nous ne pouvons pas résoudre cela ». Cependant, Alex a déclaré que ses contacts avec les détectives étaient devenus, je cite, « une rue à sens unique où je leur donne des informations et où ils doivent rester très réservés ». Avec 35 millions de dollars en jeu, la meilleure piste reste l'image d'une silhouette sur un trottoir, chapeau baissé, sortant du champ de la caméra et 4 enfants adultes attendant toujours que le téléphone sonne. Voilà toutes les histoires de cet épisode. Si l'une de ces affaires vous a marqué, le prochain épisode est déjà à l'écran. Cliquez dessus avant de partir. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, le prochain épisode est déjà prêt juste après celui-ci. Merci d'avoir écouté le podcast de Chill. Même voix, cauchemar différent. Je vous retrouve dans le prochain épisode.